Je m'appelle Judith Palmer. J'ai 69 ans, et ce dîner du réveillon du Nouvel An a été le moment où j'ai compris qu'ils avaient fini de réécrire qui j'étais dans cette famille. Je me suis glissé à ma place dans le coin. Personne ne m'a aidé avec mon manteau. Personne ne m'a demandé si je voulais de l'eau ou du vin. J'ai regardé Andrew lever son verre à la tête de la table, sa femme, Tara, rayonnante à ses côtés dans des paillettes et un rouge à lèvres si rouge qu'il ressemblait à un avertissement. Et j'ai réalisé que je me sentais plus comme une employée de maison que comme la femme qu'il avait mis au monde. Les assiettes passaient autour de moi comme si j'étais un meuble. Les bols de purée de pommes de terre allaient de cousin en oncle, en voisin et inversement, sautant directement l'espace vide devant moi. Je me suis versé de l'eau d'une carafe embuée et j'ai avalé la boule qui me montait à la gorge. Si vous regardez ceci depuis un endroit chaud ce soir, peut-être avec une famille qui vous voit réellement, j'espère que vous prendrez une seconde pour apprécier cela. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Quelle heure est-il là où vous êtes? Et si cette histoire vous semble familière, si vous avez déjà été l'invisible à une table que vous avez aidé à mettre, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous car vous voudrez voir comment cela se termine. Une demi-heure après le début du dîner, l'histoire a commencé. Mec, cette année a été rude, a annoncé Andrew assez fort pour couvrir le bruit des fourchettes et des rires. L'économie, les affaires, et vous savez, les responsabilités. Il a tourné la tête juste un peu vers moi, juste assez pour que tout le monde suive son regard. Avoir maman qui emménage, a-t-il continué en soupirant comme s'il portait le poids du monde, payer ses médicaments, ses rendez-vous. On t'aime, maman, mais ça a été beaucoup. Quelques parents ont murmuré leur sympathie. Quelqu'un à l'autre bout a marmonné quelque chose sur les fardeaux des soins aux personnes âgées. Je ne l'ai pas corrigé. Il ne servait à rien de leur dire que je payais mes propres ordonnances, que l'assurance maladie et ma couverture complémentaire s'occupaient de tout le reste. Ça ne correspondait pas à l'histoire qu'ils voulaient croire. J'aurais pu l'avaler. J'avais avalé une centaine d'autres petites piques au cours des 3 dernières années. De petits commentaires, des exclusions subtiles, la lente réécriture de l'histoire jusqu'à ce que je devienne le problème au lieu de la solution. Mais alors Tara s'est levée. Sa chaise a raclé le sol si fort que les pieds ont grincé contre le parquet. Les conversations se sont tues. Elle a posé une main manucurée à plat sur la table, l'autre main pointée droit sur moi comme un procureur devant un jury. Elle ne fait pas partie de la famille, a dit Tara, sa voix tranchant le silence soudain. C'est un fardeau. La pièce est devenue complètement silencieuse pendant un battement de cœur. 27 visages se sont tournés vers moi. J'ai senti mon pouls bondir dans mes oreilles. Quelque part au fond de ma poitrine, cette vieille honte familière a tenté de s'enflammer. La même honte que j'ai ressentie la première fois qu'un professeur a envoyé un mot à la maison disant qu'Andrew avait été insolent en classe. La même honte que j'ai ressentie quand mon ex-mari m'a accusé de monter son fils contre lui avant de partir. Je l'ai senti monter et je l'ai refusé. Tara, ai-je dit calmement. Tu as trop bu de vin. Au lieu de reculer, elle a parlé plus fort. Non, a-t-elle claqué. Tout le monde marche sur des œufs à ce sujet. Vous agissez tous comme si elle était une sainte. Mais elle nous a ruinés. Elle a emménagé chez nous, a pris notre temps, notre argent, nos vies. Andrew et moi avons tout sacrifié, et elle reste assise là comme si nous lui devions quelque chose. Mon fils est intervenu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait l'arrêter. Il ne l'a pas fait. Elle a raison, a dit Andrew en me regardant dans les yeux de l'autre côté de la table. Tu nous as épuisés, maman. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons fait pour te garder à l'aise. Nous t'avons invité ici pour que tout le monde puisse voir ce à quoi nous avons affaire. Tu es toujours la victime dans ta version de l'histoire. Il a de nouveau levé son verre, comme s'il portait un autre toast. Soyons honnêtes pour une fois, a-t-il ajouté. Dis-leur comment tu nous as culpabilisés pour te laisser emménager. Dis-leur comment tu m'as manipulé dans cet arrangement commercial. Quelqu'un au fond a ricané. Un cousin que j'avais l'habitude de garder a secoué la tête et a marmonné quelque chose à voix basse. Ma fille, Kelly, était assise à mi-chemin de la table, silencieuse, les yeux rivés sur son assiette. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois de toute la soirée. Puis la mère de Tara a commencé. Fardeau, a-t-elle chanté à voix basse, juste assez fort pour être entendue. Sa sœur s'est jointe à elle. Fardeau. Fardeau. Quelques jeunes cousins ont ri. Et puis, comme si c'était un jeu au lieu de ma vie, le chant a pris. Fardeau.
Fardeau. Fardeau. Il a déferlé sur la table comme une vague. Des gens qui connaissaient à peine mon nom, murmuraient le mot par-dessus leur deuxième portion de rôti. J'ai regardé mon fils, le garçon que je portais autrefois sur ma hanche, se pencher en arrière sur sa chaise et laisser faire. Quelqu'un s'est levé derrière moi. La chaise de Kelly a raclé le sol. « Allez, maman » a-t-elle marmonné, la voix tendue et embarrassée. « Tu rends les choses bizarres. Rentrons à la maison. » Sa main s'est refermée sur mon coude, pas doucement, comme si elle escortait quelqu'un d'indiscipliné vers la porte. Pendant un instant, j'ai vu toute la scène de quelque part au-dessus de moi. 27 parents criant à propos de la famille alors qu'ils poussaient la femme la plus âgée de la pièce dans le couloir, son manteau à moitié enfilé. Andrew se retournant déjà vers ses amis. Tara tendant la main vers la saucière comme si elle ne venait pas de me poignarder en plein cœur. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu crier. J'aurais pu leur rappeler qui restait debout tard pour coudre les costumes d'Halloween et les tenues de pièces de théâtre scolaires, qui travaillaient double pour qu'ils puissent avoir des camps d'été, des appareils dentaires et de l'argent pour l'essence. Au lieu de cela, j'ai souri. Kelly m'a poussé mon manteau dans le hall. Il ne le pensait pas comme ça, a-t-elle dit rapidement, jetant un coup d'œil en arrière vers la salle à manger comme si elle avait peur que quelqu'un la voie être gentille. Ils sont juste stressés. Je sais exactement comment ils le pensaient, ai-je dit. La maison pulsait de rire derrière nous. J'ai enfilé mon manteau, je l'ai boutonné jusqu'en haut, et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. Sur le trottoir, j'ai déverrouillé mon téléphone, non pas pour lire les messages de groupe, non pas pour vérifier les photos qu'ils étaient probablement déjà en train de poster. J'ai ouvert mes conversations récentes et j'ai fait défiler jusqu'à un contact enregistré sous un seul nom, Garrison. Pas d'émoji, pas de nom de famille, pas de description, juste 6 lettres. Notre dernier message datait de 3 jours plus tôt. S'il dépasse encore la ligne, faites-le moi savoir. Je peux tout déposer le 2 janvier. Vous ne leur devrez aucun avertissement. Debout dans l'allée de mon fils le soir du réveillon, j'ai tapé un seul mot, Garrison. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Ce texto n'était pas une impulsion. Ce n'était pas de la panique, de la rancune ou de la colère qui parlait. C'était la gâchette que je préparais depuis 6 mois, attendant de la presser seulement s'il me forçait la main. Ils n'avaient aucune idée de ce que ma signature pouvait faire. Mais ils allaient bientôt le découvrir. 3 ans plus tôt, vous auriez trouvé une version très différente de moi. J'étais assise à la table de ma cuisine à Dayton, dans l'Ohio, fixant une carte de la Géorgie, étalée devant moi, tandis que la voix de mon fils sortait du haut-parleur. « Maman, tu ne devrais pas être seule là-haut, » a dit Andrew, son ton chaleureux et inquiet. « Tu sais à quel point les hivers ont été rudes. Et si tu glissais sur la glace? Et si quelque chose arrivait et que personne n'était là pour t'aider? » J'ai regardé autour de ma cuisine. Les mêmes comptoirs que j'avais essuyés chaque matin pendant 23 ans. La même fenêtre au-dessus de l'évier où je regardais les cardinaux se battre pour le distributeur de graines. Le même parquet qui craquait près de la cuisinière et que j'avais appris à éviter sans y penser. Ma vie était petite, mais elle était à moi. Je me débrouille bien, ai-je dit. Bien que même en prononçant ces mots, j'en sentais le poids. Mes genoux avaient commencé à se plaindre des trottoirs glacés. Déneiger l'allée devenait plus difficile. Mon médecin avait utilisé l'expression « vieillir chez soi » lors de mon dernier bilan, et cela m'était resté en tête d'une manière que je n'aimais pas. « Maman, écoute. » Andrew a continué, Tara et moi en avons parlé. Nous avons cette suite pour les beaux-parents qui ne sert à rien. Tu pourrais vendre la maison, déménager à Atlanta, être près de nous et des petits-enfants. Plus de soucis de neige. Plus d'être seul si quelque chose ne va pas. J'ai entendu le clic de son téléphone changeant d'oreille, comme il le faisait toujours quand il devenait sérieux. Tu aurais toujours ton indépendance, a-t-il ajouté. Ton propre espace, mais tu serais proche, en sécurité. Ça ne te semble pas mieux que de te promener seul dans cette grande maison. J'ai pensé à mes routines. Le club de lecture le mardi, le bénévolat à la bibliothèque le mercredi et le vendredi, le groupe de tricot qui se réunissait au centre communautaire. Mes amis, ceux qui avaient traversé des divorces et des veuvages juste à mes côtés. Mais j'ai aussi pensé à mes petits-enfants. Les appels vidéo, c'était bien, mais ce n'était pas la même chose que d'être là pour les matchs de foot et les pièces de théâtre de l'école. J'ai pensé au dernier Noël, quand j'étais descendu pour 4 jours et que j'avais passé la moitié du temps à souhaiter pouvoir rester plus longtemps.
Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Andrew. Prends ton temps. Mais maman, il y a autre chose dont je voulais te parler. Une opportunité commerciale. Je me suis redressé sur ma chaise. Andrew dirigeait son entreprise de rénovation de maisons depuis 5 ans. Il en parlait constamment. Les clients qu'il courtisait, les projets qu'il avait décrochés, la réputation qu'il se construisait. Nous essayons d'obtenir la certification d'entreprise détenue par une femme, a-t-il expliqué. Ça ouvre tellement de portes. Des contrats gouvernementaux, des partenariats d'entreprise, des choses que nous ne pouvons pas toucher pour le moment. Mais pour être éligible, il nous faut une femme qui possède au moins 51%. Il a fait une pause. Je pensais que tu pourrais être cette propriétaire. Sur le papier, tu n'aurais rien à faire. Je gérerai toujours les opérations quotidiennes, mais ton nom sur les documents nous aiderait à grandir. Et si tu déménages ici de toute façon, ça a du sens, non? Tu serais investi dans notre succès. Littéralement. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré, mais je ne pouvais pas encore le nommer. Qu'est-ce que ça impliquerait, ai-je demandé prudemment. Juste de la paperasse, a-t-il dit. Et un investissement, évidemment. Rien d'énorme. Peut-être 150 000, 200 000 $. Tu le récupérerais à mesure que l'entreprise grandit. Pense-y comme si tu sécurisais ton propre avenir tout en nous aidant à construire quelque chose de réel. 200 000 $. J'avais vendu ma maison après le divorce et j'avais vécu modestement depuis. Entre cette vente et des économies prudentes, j'avais environ 260 000 $ en banque. C'était censé me permettre de passer ma retraite, de faire face à tout ce qui viendrait ensuite. Andrew, c'est presque tout ce que j'ai, ai-je dit lentement. Je sais, maman, et je ne te le demanderai pas si je n'y croyais pas. Mais réfléchis-y. Tu déménages ici. Tu fais partie de l'entreprise familiale. Tu es près des petits-enfants. Tout se lie. Tu ne me donnes pas seulement de l'argent. Tu investis en nous tous. Au cours des 2 semaines suivantes, il a appelé tous les quelques jours. Jamais insistant, toujours doux. Il a envoyé des photos de la suite pour les beaux-parents, fraîchement peintes, avec de nouveaux rideaux que Tara avait choisis. Il a envoyé des vidéos des petits-enfants demandant quand mamie viendrait vivre à proximité. Kelly a aussi appelé. Je pense que c'est une bonne idée, maman, a-t-elle dit. Tu parles de te sentir isolé. De cette façon, tu es proche de nous deux et l'entreprise d'Andrew marche très bien. Il ne te le demanderait pas s'il ne pensait pas que c'était solide. Je voulais les croire. Je voulais croire que mon fils me voyait comme une partenaire, pas un portefeuille. Que se rapprocher signifiait être incluse, pas devenir dépendante. Finalement, j'ai dit oui. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Un jeune couple avec un bébé en route est tombé amoureux du jardin. J'ai signé les papiers début novembre, je suis parti avec 260 000 $ et j'ai commencé à emballer ma vie dans des cartons. À Thanksgiving, j'étais dans l'allée d'Andrew à Atlanta avec un camion de déménagement qui tournait au ralenti derrière moi. Il m'a accueilli à la porte avec un câlin qui semblait sincère. Bienvenue à la maison, maman, a-t-il dit. Cette première semaine a semblé être la preuve que j'avais fait le bon choix. Les petits-enfants entraient et sortaient de ma suite comme si c'était une extension de leur salle de jeu. Tara m'a demandé de l'aide pour organiser un dîner. Andrew m'apportait du café le matin et me demandait comment s'était passée ma journée. Le 8e jour, il m'a apporté un dossier. Des trucs de l'entreprise, a-t-il dit en le posant sur ma petite table de cuisine. J'ai juste besoin de ta signature sur quelques trucs pour t'enregistrer officiellement comme propriétaire. J'ai ouvert le dossier. Des pages et des pages de documents, des paragraphes denses de langage juridique, des sections surlignées en jaune où je devais signer. C'est beau, tu es la propriétaire majoritaire, donc tu es responsable d'approuver les grands mouvements. C'est une bonne chose, maman. Ça veut dire que tu as le contrôle. Je voulais poser plus de questions. Je voulais emmener le dossier à quelqu'un qui pourrait me l'expliquer en langage clair. Mais Andrew me souriait comme si je faisais quelque chose d'important, et je ne voulais pas avoir l'air de ne pas lui faire confiance. Alors, j'ai signé chaque page qu'il a pointée, chaque ligne qu'il a surlignée. Quand j'ai rendu le dossier, il m'a serré l'épaule. Tu es officiellement une femme d'affaires maintenant, a-t-il dit. Bienvenue dans l'équipe. Ce soir-là, je me suis assise dans ma nouvelle suite, regardant les murs inconnus, les meubles que je n'avais pas choisis,
la fenêtre qui donnait sur la clôture du voisin au lieu de mon ancien distributeur d'oiseaux. Je me suis dit que c'était le début de quelque chose de bien, un chapitre sûr et centré sur la famille, une chance de faire partie de quelque chose de plus grand que ma vie tranquille à Dayton. Mais en me couchant, je n'arrêtais pas de penser à cette phrase, partie responsable. Je ne savais pas encore de quoi je venais de me rendre responsable. Mais j'allais bientôt le découvrir. Les 3 premiers mois semblaient être tout ce que j'avais espéré. Ma suite avait une petite kitchenette, mais je passais la plupart de mes matinées dans la maison principale. Les petits-enfants entraient en trombe dans ma porte avant l'école, les sacs à dos à moitié zippés, cherchant leurs chaussures ou leurs devoirs, ou juste un câlin avant l'arrivée du bus. Je m'asseyais avec eux à la table de la cuisine pendant que Tara se dépêchait de se préparer pour le travail, et qu'Andrew buvait du café entre 2 appels téléphoniques. Les dîners du dimanche sont devenus mon truc. Je passais le samedi après-midi à faire les courses, puis le dimanche matin à préparer un rôti, un gratin ou ce que les enfants avaient demandé. Toute la famille se réunissait autour de la table et pendant quelques heures, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Quand les factures d'épicerie ont commencé à s'accumuler, ça ne me dérangeait pas, c'est ce que font les grands-mères, me suis-je dit. On aide là où on peut. J'ai payé l'inscription au football des enfants quand Tara a mentionné que c'était dû. J'ai acheté de nouvelles chaussures à crampons quand les anciennes sont devenues trop serrées. J'ai acheté des fournitures scolaires en août, des manteaux d'hiver en novembre, des cadeaux d'anniversaire qu'Andrew disait qu'il ne pouvait pas tout à fait se permettre ce mois-là. « Tu es une sauveuse, maman », disait-il. Et je me sentais utile. Mais vers le 4e mois, le langage a commencé à changer. « C'est cher d'avoir un autre adulte dans la maison », a dit Tara un matin, sans lever les yeux de son téléphone. Les services publics, les courses, tout coûte plus cher. J'étais à la cuisinière en train de faire des crêpes. Les enfants dormaient encore. Je me suis tourné pour la regarder, la spatule à la main. Je suis heureuse de contribuer davantage, ai-je dit prudemment. Elle a fait un geste de la main comme si j'avais manqué l'essentiel. Il ne s'agit pas de ta contribution, a-t-elle dit. C'est juste la réalité. 3 adultes, 2 enfants. Tout s'additionne. Andrew a repris le même thème quelques jours plus tard, lorsque j'ai proposé d'emmener tout le monde dîner. Ce serait super, maman, a-t-il dit. On est un peu à court ce mois-ci. T'avoir ici en vaut la peine, mais c'est définitivement un ajustement financier. J'ai payé le dîner, puis j'ai payé à nouveau la semaine suivante, et la semaine d'après. C'est devenu une règle tacite. Quand on sortait, je payais l'addition. Pour vous remercier, me suis-je dit, de me laisser vivre ici, de m'inclure. Mais les calculs commençaient à me déranger. J'ai commencé à tenir un compte mental. Pas parce que je voulais le leur jeter à la figure, mais parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Les courses chaque semaine, environ $120. Les frais de sport pour les 2 enfants, $300 à l'automne, $250 de plus au printemps. Les vêtements scolaires, les fournitures, l'argent des sorties, près de $600 sur l'année. Les additions au restaurant, $40 par-ci, $60 par-là, parfois $120 quand nous amenions la famille élargie. Une nouvelle machine à laver quand la leur est tombée en panne. $800, qu'Andrew a promis de me rembourser mais ne l'a jamais fait. L'assurance auto de Tara quand elle a pris du retard. $430. Un prêt temporaire pour couvrir les salaires lorsque l'entreprise a eu un mois creux. $2000. Un autre prêt un mois plus tard, $1500. Et encore $3000. Cette fois, Andrew disant que l'état était difficile pour un certain dossier et qu'il avait besoin d'argent pour arranger les choses. Je n'écrivais pas des chèques aveuglément. Je posais des questions. Andrew avait toujours des réponses qui semblaient raisonnables sur le moment. L'entreprise se développait. Les clients payaient lentement. C'est ainsi que fonctionnaient les petites entreprises. Une fois qu'ils auraient décroché le prochain gros contrat, tout se stabiliserait. Je voulais le croire. Je voulais aussi croire que je n'étais pas exploité, que mon fils me voyait comme une famille et non comme une source pratique de financement d'urgence. Mais je n'arrêtais pas de remarquer des choses. Andrew a acheté un nouveau camion en février, pas d'occasion, neuf. Il a dit que c'était une dépense professionnelle, que les clients attendaient une certaine image. Tara a posté des photos sur les réseaux sociaux avec la légende « Béni ». En mars, ils ont rénové la cuisine. Nouveau placard, nouveau comptoir,
un réfrigérateur sophistiqué avec un écran sur la porte. J'ai demandé si les affaires allaient mieux. Nous investissons dans la maison, a dit Andrew. C'est un actif. Tu comprends les actifs, n'est-ce pas, maman? Je comprenais que je vivais dans une suite attenante à une maison qui devenait plus jolie pendant qu'on me disait chaque mois à quel point j'étais cher à entretenir. En avril, la première lettre est arrivée. C'était une enveloppe épaisse du département du revenu de l'État de Géorgie. Mon nom était imprimé sur le devant dans cette police de caractères impersonnels que les administrations utilisent. Je l'ai ouverte, debout dans ma kitchenette, tenant toujours mes clés de voiture car je venais de rentrer de la bibliothèque. Avis de dépôt de taxes sur la paix en souffrance. J'ai lu le premier paragraphe 2 fois avant que le mot ne fasse son chemin. Palmer Home Rénovation n'avait pas soumis les taxes sur la paix pour le trimestre précédent. En tant que propriétaire majoritaire enregistré, on m'informait que l'entreprise devait $6 342, plus les intérêts s'accumulant quotidiennement. Si le paiement n'était pas reçu dans les 30 jours, l'État pourrait engager une action de recouvrement contre la partie responsable. Mon nom était inscrit sous partie responsable en caractères gras. Je me suis assise sur mon canapé, la lettre tremblant légèrement dans mes mains. Ce devait être une erreur. Andrew s'occupait des affaires. Il m'avait dit que je n'étais qu'une figure de proue, que mon nom sur les documents servait à la certification. Je ne gérais pas la paix. Je ne touchais pas au compte bancaire. Je ne prenais pas de décision sur le moment de payer les impôts. Mais la lettre ne se souciait de rien de tout ça. Elle se souciait de savoir quel nom figurait sur les déclarations de l'État. Le mien. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise dans l'enveloppe. Puis j'ai traversé la cour jusqu'à la maison principale. Andrew était dans son bureau, la porte entr'ouverte, parlant au téléphone d'une rénovation de salle de bain. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai attendu. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a souri. « Salut, maman. Quoi de neuf ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte, a parcouru le contenu, et son visage n'a pas changé du tout. « Oh, ça » a-t-il dit en la jetant sur son bureau comme si c'était du courrier indésirable. « C'est juste un problème de timing. Je vais m'en occuper. » Un problème de timing, ai-je répété. Andrew, il est écrit que l'État va me poursuivre si ce n'est pas payé. Ça n'arrivera pas, a-t-il dit en se retournant déjà vers son ordinateur. J'ai la situation sous contrôle. Alors pourquoi mon nom figure-t-il sur cet avis? Il a soupiré. Le genre de soupir qui disait que j'étais difficile. Parce que tu es la propriétaire majoritaire, maman. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est moi qui gère les finances. Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il croyait ce qu'il disait. Il pensait sincèrement que c'était normal. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, relisant la lettre. Les phrases me sautaient aux yeux comme des panneaux d'avertissement que j'aurais dû voir des mois auparavant. Partie responsable, intérêts s'accumulant quotidiennement, action de recouvrement. J'avais fait confiance à mon fils avec mes économies, mon nom, mon avenir, et je commençais à comprendre que confiance et protection n'étaient pas la même chose. J'ai confronté Andrew le lendemain matin. Il était dans la cuisine, versant du café dans une tasse de voyage, déjà habillé pour un chantier. Je suis entré avec l'avis d'impôt à la main, l'enveloppe maintenant froissée à force de l'avoir sortie et remise tant de fois pendant la nuit. Il faut qu'on parle de ça, ai-je dit en le posant sur le comptoir entre nous. Il y a jeté un coup d'œil sans le prendre. Je te l'ai dit, maman. C'est juste un problème de timing. Le comptable s'est trompé dans les dates de dépôt. Je vais m'en occuper. Quand, ai-je demandé. Quoi, quand? Quand vas-tu t'en occuper? Il y a une date limite pour ça, Andrew. 30 jours. Et il est écrit que les intérêts s'accumulent chaque jour. Il a vissé le couvercle de sa tasse et m'a regardé avec le genre de patience que l'on utilise avec quelqu'un qui ne comprend pas comment le monde fonctionne. Je dirige cette entreprise depuis des années, a-t-il dit. Ce genre de choses arrive tout le temps. L'État envoie des lettres effrayantes pour vous faire payer plus vite. C'est une tactique. Je le paierai avant que ça ne devienne un vrai problème. Mais mon nom est dessus, ai-je dit, entendant ma voix devenir plus faible que je ne le voulais. Si tu ne le paies pas, ils viendront me chercher. Ils ne viendront pas te chercher, a-t-il dit en attrapant ses clés. Tu t'inquiètes pour rien. Il est parti par la porte du garage avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre.
Je suis resté là, tenant la lettre, sentant le poids de ses mots. Tu t'inquiètes pour rien. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que c'était normal. Peut-être que je surréagissais parce que je ne comprenais pas les affaires. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'arrêtais pas de relire les mêmes phrases. Propriétaire responsable, intérêts s'accumulant quotidiennement, action de recouvrement contre la partie responsable. Je n'étais pas avocate. Je n'étais pas experte en affaires. Mais je savais ce que ces mots signifiaient en langage clair. Si ce n'était pas payé, l'État se fichait de savoir qui dirigeait réellement l'entreprise. Il se souciait de savoir quel nom figurait sur les documents. Et ce nom, c'était le mien. Le mercredi suivant, je suis allé à la bibliothèque comme je le faisais toujours. Je faisais du bénévolat là-bas depuis ma 2e semaine à Atlanta, rangeant des livres et aidant les usagers à trouver ce dont ils avaient besoin. C'était le seul endroit qui me semblait encore à moi, où je n'étais pas la mère de quelqu'un, le fardeau de quelqu'un ou la signature pratique de quelqu'un. Je réapprovisionnais le tableau d'affichage de la communauté quand j'ai vu le prospectus, séminaire gratuit, comprendre le risque des petites entreprises et la responsabilité du propriétaire. Il était imprimé sur du papier jaune vif, le genre qui est censé attirer l'attention. La date était ce samedi-là. Le lieu était la bibliothèque publique de la ville voisine. Aucune inscription requise. Je suis resté là à le regarder. Je me suis dit que j'étais juste curieuse, que je voulais mieux comprendre la paperasse, que ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas confiance à Andrew. Ça signifiait juste que je voulais être informé. J'ai pris une photo du prospectus avec mon téléphone. Samedi matin, j'ai dit à Tara que j'allais rendre visite à une amie. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je n'ai juste pas précisé que l'amie était un séminaire juridique. La salle de réunion de la bibliothèque était à moitié pleine quand je suis arrivé. Des chaises pliantes disposées en rangée, un petit podium à l'avant, un écran de projection affichant la diapositive de titre. La plupart des participants me ressemblaient, des personnes plus âgées, incertaines, qui avaient probablement signé des choses qu'elles ne comprenaient pas entièrement et qui commençaient à s'en inquiéter. Un homme s'est avancé à l'avant juste au moment où l'horloge sonnait 10 heures. Il avait peut-être la cinquantaine, portait un costume mais pas de cravate, des lunettes perchées sur son nez. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté, mais qui n'avait pas besoin de l'exiger. « Bonjour », a-t-il dit. « Je m'appelle Garrison Webb. Je suis avocat d'affaires ici à Atlanta, et je passe une grande partie de mon temps à aider les gens à se sortir de situations dans lesquelles ils ne savaient pas qu'ils se trouvaient. » Il a cliqué sur la diapositive suivante. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui semble ennuyeux, mais qui peut ruiner votre vie si vous n'y faites pas attention. La responsabilité du propriétaire. Plus précisément, ce qui se passe lorsque votre nom figure sur des documents commerciaux, mais que vous n'êtes pas celui qui prend les décisions. Mon estomac s'est serré. Il nous a donné des exemples. Une femme qui avait co-signé le LLC de son fils et s'était retrouvée responsable de ses factures de fournisseurs impayées. Un homme qui avait laissé son frère le lister comme partenaire et qui avait été poursuivi en justice lorsque l'entreprise a fait faillite. Une retraitée qui avait investi dans la start-up de sa fille et qui avait tout perdu lorsque l'entreprise a fait faillite en devant des arriérés d'impôts. Chaque histoire ressemblait à une version de quelque chose qui pourrait m'arriver. L'État ne se soucie pas de savoir qui gère les opérations quotidiennes, a déclaré Garrison, sa voix calme mais ferme. Il se soucie de savoir qui figure sur les déclarations. Si votre nom est inscrit comme propriétaire majoritaire, partie responsable, membre dirigeant, quel que soit le titre, c'est à vous qu'ils s'adresseront en premier. Il a fait une pause et a regardé autour de la pièce. Et si vous signez des documents sans les comprendre, cela ne vous protège pas. L'ignorance n'est pas une défense juridique. Ce qui compte, c'est ce que vous avez accepté sur le papier. J'ai senti mes mains devenir froides. Après la fin du séminaire, les gens ont commencé à sortir. Je suis resté à ma place, fixant l'avis d'impôt que j'avais apporté avec moi, maintenant plié dans mon sac à main. Garrison rangeait son ordinateur portable à l'avant. Quelques personnes s'étaient alignées pour lui poser des questions. J'ai attendu qu'elles aient fini, puis je me suis approché du podium. « Excusez-moi », ai-je dit. Il a levé les yeux et a souri, le genre de sourire professionnel mais pas méchant. « Oui. » J'ai sorti la lettre et je la lui ai tendue. « Je pense que je pourrais avoir des ennuis », ai-je dit. Il l'a dépliée, a lu les premières lignes, et son expression a légèrement changé, pas alarmé, juste concentré.
Puis-je vous demander comment vous vous êtes retrouvé partie responsable de cette entreprise, a-t-il dit. Mon fils, ai-je dit. Il m'a demandé d'investir. Il a dit que mon nom sur les documents l'aiderait à obtenir la certification d'entreprise détenue par une femme. Il m'a dit que ce n'était que de la structure. Garrison a replié la lettre et me l'a rendue. Avez-vous des copies des documents que vous avez signés? A-t-il demandé. Certains d'entre eux, ai-je dit. Il a les originaux. J'aimerais examiner ce que vous avez, a-t-il dit. Et j'aimerais consulter les déclarations de l'État pour voir exactement quelle est votre position juridique. Seriez-vous prête à me rencontrer à mon bureau? J'ai hésité. Je ne veux pas causer de problème, ai-je dit. C'est mon fils. Je ne veux l'accuser de rien. Le visage de Garrison s'est légèrement adouci. Je ne suis pas ici pour créer un drame familial, a-t-il dit. Mais si votre nom figure sur ces formulaires et que l'entreprise ne paie pas ses impôts, l'État s'adressera à vous. Pas à votre fils, à vous. Et si cela arrive, votre retraite, vos économies, tout ce pour quoi vous avez travaillé pourrait être en danger. Il a sorti une carte de visite de sa poche et me l'a tendue. Pensez-y, a-t-il dit. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Les intérêts s'accumulent quotidiennement, comme le dit la lettre, et une fois que l'État dépose un privilège, il devient beaucoup plus difficile de régler le problème. J'ai pris la carte. C'était simple. Fond blanc, texte noir, son nom, son numéro de téléphone, une adresse à Midtown, Atlanta. J'ai quitté la bibliothèque en tenant cette carte dans une main et l'avis d'impôt dans l'autre, sentant que le sol sous mes pieds venait de bouger d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Je ne surréagissais pas. Je ne m'inquiétais pas pour rien. J'étais debout sur une ligne de faille que je n'avais pas créée, et je n'avais aucune idée de la profondeur de la fissure. Mais j'étais sur le point de le découvrir. J'ai attendu 3 jours avant d'appeler le numéro sur la carte. Je me suis dit que je ne faisais que rassembler des informations, que comprendre la paperasse ne signifiait pas que j'agissais dans le dos d'Andrew. Qu'une bonne mère se protège pour pouvoir continuer à être là pour sa famille. Les mensonges que nous nous racontons pour éviter les dures vérités. Le bureau de Garrison se trouvait dans un immeuble du centre-ville, le genre avec des sols en marbre dans le hall et un annuaire répertoriant des cabinets d'avocats, des comptables et des groupes de conseil. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage, me sentant comme si je faisais quelque chose que je devrais expliquer plus tard. Son assistante m'a conduite à une salle de conférence avec une longue table et des fenêtres donnant sur la ville. Garrison était déjà là, une pile de dossiers devant lui, des lunettes de lecture remontées sur sa tête. « Madame Palmer », a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. « Merci d'être venue. » Je me suis assise en face de lui, mon sac à main sur mes genoux comme un bouclier. « J'ai apporté les documents que j'ai », ai-je dit en sortant un dossier. Ce n'est pas tout. Andrew a gardé la plupart des originaux. Garrison a ouvert le dossier et a commencé à lire. J'ai observé son visage, cherchant des réactions, mais il a gardé une expression neutre. Professionnelle. Après quelques minutes, il a levé les yeux. J'ai consulté les déclarations de l'État pour Palmer Home Rénovation, a-t-il dit. Vous êtes répertorié comme détenant 51% de l'entreprise. Votre fils en détient 49%. Cela fait de vous l'actionnaire majoritaire et la principale partie responsable de toutes les dettes, impôts et obligations légales. Mais je ne dirige rien, ai-je dit. Je ne prends pas de décision. Je n'ai même pas accès au compte bancaire. Cela n'a pas d'importance pour l'État, a dit Garrison doucement. Ce qui compte, c'est ce qui est sur le papier. Et sur le papier, c'est vous qui êtes responsable. Il a fait glisser un document sur la table. C'est l'accord d'exploitation que vous avez signé. Vous voyez cette section ici? Elle dit que le propriétaire majoritaire est responsable de garantir la conformité avec toutes les déclarations fiscales et les obligations financières. C'est vous. J'ai regardé les mots, me souvenant du jour où Andrew m'avait guidé à travers les signatures. Juste de la structure, avait-il dit, juste de la terminologie juridique. Je veux aussi que vous rencontriez quelqu'un, a dit Garrison. Il s'est levé et a ouvert la porte de la salle de conférence. Une femme est entrée, peut-être dans la quarantaine, portant un ordinateur portable et un portefeuille en cuir. Elle avait l'énergie vive et efficace de quelqu'un qui traitait des chiffres et ne perdait pas de temps. Voici Rebecca Dobbin, a dit Garrison. C'est une comptable judiciaire. Je lui ai demandé de jeter un œil à votre situation.
Rebecca s'est assise à côté de Garrison et a ouvert son ordinateur portable. Madame Palmer, a-t-elle dit, je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé. Certaines de ces choses pourraient être difficiles à entendre, mais j'ai besoin que vous compreniez exactement où votre argent est allé. Elle a tourné l'ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. Un tableur rempli de chiffres, de dates, de transactions. Vous avez investi 180 000 $ dans Palmer Home Renovation il y a 3 ans, a dit Rebecca. Cet argent était censé servir à développer l'entreprise. Équipement, matériaux, embauche d'employés, des choses qui augmenteraient les revenus. Elle a cliqué sur l'écran suivant. Au lieu de cela, voici où il est réellement allé. Mon estomac s'est noué alors qu'elle parcourait la liste. 60 000 $ pour l'aménagement d'un bureau commercial dont Andrew n'avait pas besoin car la plupart de son travail se faisait sur les chantiers. 25 000 $ pour 2 véhicules de société, tous deux immatriculés au nom d'Andrew et de Tara et utilisés comme voiture personnelle. 30 000 $ en retrait de propriétaires versés directement à Andrew et Tara sur une période de 18 mois. 15 000 $ pour de l'équipement qui a ensuite été vendu à perte lorsqu'Andrew a décidé de se concentrer sur différents types de projets. Le reste avait disparu dans les frais de fonctionnement généraux, comblant les lacunes causées par le fait qu'Andrew continuait de sous-estimer les travaux pour remporter des contrats et ne pouvait ensuite pas couvrir ses coûts. Et les taxes sur la paie, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Rebecca a sorti un autre document. Il a sauté les dépôts de paie depuis près d'1 an, a-t-elle dit. Il paie les salaires des employés, mais il ne soumet pas les impôts à l'État. C'est pourquoi vous avez reçu l'avis. Et ce n'est pas seulement un trimestre, c'est 4. Le total dû en ce moment est de près de 18 000 $. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Et s'il n'est pas payé, ai-je demandé. Garrison s'est penché en avant. L'État peut mettre un privilège sur tous les actifs liés à l'entreprise, a-t-il dit. Cela inclut vos actifs personnels. S'ils déterminent que vous avez bénéficié des revenus, ils peuvent saisir votre sécurité sociale. Ils peuvent geler vos comptes bancaires. Ils peuvent s'en prendre à vos économies de retraite. Mais je n'ai pas bénéficié, ai-je dit. J'ai contribué à cette famille, pas pris. Je sais, a dit Garrison, mais le prouver au tribunal prend du temps et de l'argent, et en attendant, vous êtes toujours responsable. Rebecca a fermé son ordinateur portable et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Votre fils a géré cette entreprise comme un guichet automatique personnel, a-t-elle dit. Et parce que votre nom est sur tout, c'est vous qui portez la responsabilité. Je suis restée assise, essayant de digérer ce que j'entendais. Pendant 3 ans, j'avais écouté Andrew parler de combien il était coûteux de me soutenir, de combien de sacrifices lui et Tara faisaient, de combien je devais être reconnaissante qu'il m'ait accueilli. Et pendant tout ce temps, c'est moi qui les maintenais à flot. Mon argent avait payé leurs expansions, leurs véhicules, leurs rénovations, leur style de vie. Et quand les factures arrivaient, c'était mon nom qui figurait sur les avis. Si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a réécrit l'histoire pour faire de vous le méchant, laissez un commentaire ci-dessous, dites-moi comment vous avez réalisé la vérité. Et si vous regardez encore, cliquez sur le bouton d'abonnement car cette histoire ne fait que commencer. Vous voudrez voir ce qui se passe quand quelqu'un arrête enfin de porter le fardeau. Garrison a sorti un autre dossier de sa pile. Je veux vous montrer quelques options, a-t-il dit. Des moyens de vous protéger à l'avenir. Il a ouvert le dossier et a présenté 3 documents. Première option, a-t-il dit, vous exigez une transparence totale. Accès à tous les comptes, toutes les déclarations, tous les dossiers financiers. Vous commencez à tout surveiller et à tenir votre fil responsable de chaque dollar. J'ai pensé à la réaction d'Andrew lorsque je l'ai interrogé sur l'avis d'impôt, l'irritation, le dédain. Il n'acceptera pas ça, ai-je dit. Alors, deuxième option, a poursuivi Garrison, vous séparez complètement vos finances personnelles. Ouvrez de nouveaux comptes dans une autre banque. Réacheminez votre pension et votre sécurité sociale. Annulez toutes les cartes auxquelles il a accès. Faites comprendre que votre argent et son entreprise ne sont plus liés. Cela me laisse toujours responsable de ce qui s'est déjà passé, ai-je dit. C'est vrai, a admis Garrison. Ce qui nous amène à la 3e option. Il a fait glisser le 3e document vers moi. Vous vendez votre participation de contrôle à une entreprise plus stable, a-t-il dit. Il y a des entreprises spécialisées dans le rachat d'entreprises en difficulté, qui mettent en place une gestion appropriée, qui nettoie les dégâts. Vous récupéreriez une partie de votre investissement au fil du temps,
et plus important encore, vous transféreriez la responsabilité de votre nom. J'ai regardé le document. Cela signifierait prendre l'entreprise à Andrew, ai-je dit. Garrison n'a pas mâché ses mots. Oui, a-t-il dit. Ce serait le cas. J'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas. Des gens vaquant à leurs occupations, inconscients des catastrophes silencieuses qui se déroulaient dans des salles de conférence comme celle-ci. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Garrison. Mais Madame Palmer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si cette entreprise continue de fonctionner comme elle l'a fait, elle va s'effondrer. Et quand ce sera le cas, les créanciers et l'État s'adresseront à vous en premier. Pas à votre fils. À vous. J'ai ramassé les documents et je les ai remis dans mon sac à main. Combien de temps ai-je demandé. Pour décider, a dit Garrison. Autant que vous en avez besoin pour vous protéger. Pas beaucoup plus longtemps. Je me suis levé, je leur ai serré la main à tous les deux, et je suis sorti de ce bureau, portant le poids d'un choix que je n'avais jamais voulu faire. Protéger mon fils et risquer de tout perdre. Ou me protéger et accepter ce que cela coûterait. Je n'étais pas encore prête à décider. Mais l'idée avait germé et elle n'allait pas disparaître. J'ai commencé petit. Le matin après ma réunion avec Garrison, je suis allé dans une banque de l'autre côté de la ville. Pas celle qu'Andrew utilisait, pas celle où le caissier connaissait mon nom et demandait des nouvelles des petits-enfants. Une autre banque. J'ai ouvert un nouveau compte courant et un nouveau compte d'épargne. Le banquier m'a posé des questions de routine sur les virements et les dépôts directs, et j'ai répondu, me sentant comme si je planifiais une évasion à laquelle je ne m'étais pas encore totalement engagé. J'aimerais réacheminer ma pension et ma sécurité sociale, ai-je dit. Bien sûr, a-t-elle répondu en faisant glisser les formulaires sur le bureau. Nous pouvons mettre ça en place aujourd'hui. Mes mains tremblaient légèrement en remplissant les documents. Cela ressemblait à une trahison, même si je savais logiquement que ce n'en était pas une. Je ne faisais que séparer ce qui était à moi de ce qui était à lui. C'est ce que font les adultes responsables. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Mais j'avais toujours l'impression de me préparer à une guerre dans une famille qui était censée être en paix. Les dépôts directs changeraient au début du mois prochain. D'ici là, tout continuerait d'affluer sur l'ancien compte, celui qu'Andrew avait toujours pu voir, celui où il avait vu arriver ma pension chaque mois comme une horloge et savait exactement quelle marge de manœuvre j'avais pour puiser quand il en avait besoin. Ensuite, j'ai appelé la société de carte de crédit. J'aimerais annuler un utilisateur autorisé, ai-je dit. La représentante a demandé le nom. J'ai donné les informations d'Andrew, ma voix stable même si mon cœur ne l'était pas. Puis-je vous demander pourquoi vous supprimez cet utilisateur, a-t-elle demandé. Je simplifie mes finances, ai-je dit, ce qui était vrai, mais pas toute la vérité. C'est fait, a-t-elle dit un instant plus tard. La carte à son nom sera désactivée dans les 24 heures. J'ai raccroché et je suis resté dans ma voiture sur le parking de la banque, fixant mon téléphone. Un compte ouvert, un réacheminé, une carte annulée. De petits pas, des pas silencieux, des pas qui me protégeraient même si je n'avais jamais à utiliser l'option nucléaire que Garrison avait présentée. Cet après-midi-là, je suis retourné au bureau de Garrison. Il m'attendait. Je veux aller de l'avant avec l'option 2, ai-je dit, en séparant complètement mes finances. Mais je veux aussi en savoir plus sur l'option 3, au cas où. Garrison a hoché la tête et a sorti un bloc-notes. Intelligent, a-t-il dit. Commençons par la séparation. J'ai déjà ouvert de nouveaux comptes ce matin, ai-je dit. Bien. Maintenant, nous devons formaliser votre position de propriétaire majoritaire. Vous allez demander un accès complet au dossier financier de l'entreprise, aux relevés bancaires, aux déclarations fiscales, aux contrats avec les fournisseurs, à tout. En tant que propriétaire à 51%, vous avez droit à ces informations. Andrew ne va pas aimer ça, ai-je dit. Probablement pas, a admis Garrison. Mais il ne décide pas. Vous ne demandez pas la permission. Vous exercez vos droits légaux. Il a commencé à rédiger une lettre sur le champ, son stylo se déplaçant sur la page avec des traits rapides et confiants. Nous enverrons cela par courrier recommandé, a-t-il dit. Elle demande des copies de tous les documents financiers dans les 10 jours ouvrables. S'il refuse, nous pouvons le contraindre à produire par les tribunaux. Mais la plupart des gens se conforment une fois qu'ils réalisent que vous êtes sérieux. Je l'ai regardé écrire, sentant quelque chose changer en moi.
Pendant 3 ans, je m'étais excusé de prendre de la place, de coûter de l'argent, d'être un fardeau. Et pendant tout ce temps, c'est moi qui détenais le pouvoir. Je ne le savais tout simplement pas. La lettre a été envoyée un mercredi. Andrew l'a reçue un vendredi. J'étais dans ma suite en train de faire du thé quand j'ai entendu son camion entrer dans l'allée, le moteur s'arrêtant avec plus de force que d'habitude. Ses pas ont martelé la cour. Ma porte s'est ouverte sans qu'il frappe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé en agitant la lettre en l'air. J'ai posé ma tasse de thé avec précaution et je me suis retourné pour lui faire face. « C'est une demande de dossier financier », ai-je dit calmement. « Je suis la propriétaire majoritaire. J'ai le droit de voir comment l'entreprise est gérée. » Son visage est devenu rouge. « Tu as le droit », a-t-il répété, la voix montant. « Depuis quand tu fais des demandes sur mon entreprise ? » « Ce n'est pas ton entreprise, ai-je dit, et j'ai été surprise de la stabilité de ma voix. C'est notre entreprise, la mienne et la tienne. Et selon l'État, j'en possède 51%. C'est à cause de cet avocat, n'est-ce pas ? A dit Andrew, faisant les 100 pas dans mon petit salon comme un animal en cage. Un étranger t'a convaincu que je te trompais. C'est exactement ce dont j'avais peur. Tu laisses des étrangers te retourner contre ta propre famille. Personne ne m'a retourné contre qui que ce soit, ai-je dit. J'ai reçu une lettre de l'État disant que je dois $18 000 d'arriérés d'impôts. Je voulais comprendre pourquoi. C'est tout. Je t'ai dit que je m'en occuperais. Tu me l'as dit, c'est vrai, ai-je acquiescé. Mais tu ne t'en es pas occupé. Et maintenant, les intérêts s'accumulent chaque jour, et c'est mon nom qui figure sur les avis. Il a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, a-t-il dit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons accueilli chez nous, nous t'avons donné un endroit où vivre, nous t'avons incluse dans tout. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En me lançant des avocats ? J'ai senti cette vieille culpabilité familière essayer de remonter, l'instinct de calmer les choses, de m'excuser, de le faire se sentir mieux. Même quand c'est moi qui avais été lésé. Je l'ai repoussé. Je ne lance personne sur toi, ai-je dit. Je me protège. Il y a une différence. En me menaçant ? En demandant à voir des dossiers que j'ai le droit légal de voir, ai-je corrigé. S'il n'y a rien à cacher, alors me montrer les documents ne devrait pas être un problème. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne me fais pas confiance, a-t-il dit. Je t'ai fait confiance quand j'ai signé ces papiers, ai-je dit. Je t'ai fait confiance quand j'ai investi mes économies. Je t'ai fait confiance à chaque fois que tu disais que les choses allaient bien et que je ne devais pas m'inquiéter. Et maintenant, j'ai une facture d'impôt avec mon nom dessus et j'entends toujours que je ne devrais pas m'inquiéter. Alors non, Andrew. En ce moment, je ne te fais pas confiance pour protéger mes intérêts. Je vais le faire moi-même. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Ce n'est pas toi, a-t-il dit. C'est cet avocat qui parle. C'est moi qui comprends enfin ce que j'ai signé, ai-je répondu. Nous sommes restés là, en silence, un long moment. Je pouvais le voir essayer de trouver l'angle qui me ferait reculer, les mots qui me culpabiliseraient et me feraient battre en retraite. Il ne les a pas trouvés. Très bien, a-t-il dit finalement, la voix froide. Tu veux les dossiers ? Je t'enverrai les dossiers. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu as détruit cette famille pour de la paperasse que tu ne comprends même pas. Il s'est retourné et est sorti, claquant la porte derrière lui si fort que le cadre a tremblé. Je me suis assise sur mon canapé, mes mains tremblant maintenant qu'il était parti. C'était la première fois que je tenais tête à mon fils de cette manière, la première fois que je revendiquais le pouvoir que ma signature m'avait donné. Et c'était terrifiant. Mais c'était aussi la première fois en 3 ans que j'avais l'impression d'être sur un terrain solide. 2 jours plus tard, Garrison a appelé. Je voulais vous tenir au courant, a-t-il dit. J'ai été en contact avec une société appelée Northside Build Group. Ils sont spécialisés dans la reprise d'entreprises de rénovation en difficulté, en mettant en place une gestion appropriée, en nettoyant les comptes. Et ils seraient intéressés par Palmer Home Rénovation ? Ai-je demandé. Potentiellement, a-t-il dit. Ils voudraient d'abord examiner les finances, mais si les chiffres ont du sens, ils seraient prêts à acheter votre participation de contrôle et à restructurer l'entreprise. Votre fils pourrait rester en tant qu'employé salarié s'il le voulait, mais il ne serait plus responsable. J'ai fermé les yeux,
imaginant cette conversation, imaginant dire à Andrew que j'avais vendu l'entreprise sous son nez. Qu'est-ce que j'y gagnerais, ai-je demandé. Il vous paierait au fil du temps, a expliqué Garrison. Probablement pas la totalité des 180 000 $, mais une partie importante. Et plus important encore, ils assumeraient la responsabilité. La dette fiscale, les factures des fournisseurs, tout serait transféré à eux. Votre nom serait retiré des déclarations de l'État. Donc je serais libre, ai-je dit doucement. Vous seriez protégé, a précisé Garrison. Libre est une autre question. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je ne lui ai pas dit oui. Je ne lui ai pas dit non. Mais je ne lui ai pas dit d'arrêter d'explorer l'option non plus, car je commençais à réaliser que parfois, se protéger signifie faire des choix que d'autres appelleront égoïstes. Et parfois, c'est le seul moyen de survivre. 3 semaines après avoir envoyé la demande de documents, Andrew a finalement livré les dossiers. Il a déposé une boîte en carton sur mon paillasson sans frapper. J'ai entendu son camion s'éloigner avant même d'arriver à la porte. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des formulaires fiscaux, des factures de fournisseurs, le tout fourré dans des chemises en manille sans organisation ni explication. Il m'a fallu 2 jours pour tout trier. Puis j'ai apporté la boîte au bureau de Garrison. Rebecca, la comptable judiciaire, a passé une semaine à examiner le contenu. Quand elle a fini, elle m'a convoqué pour une réunion. C'est pire que ce que je pensais, a-t-elle dit en faisant glisser un résumé sur la table de conférence. Le problème des taxes sur la paie n'est pas isolé. Il est en retard sur les impôts trimestriels estimés, les remises de taxes de vente et les primes d'assurance accident du travail. Le total combiné est de près de 34 000 $. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Et il prend toujours des retraits de propriétaires, ai-je demandé. Tous les mois, a confirmé Rebecca. Il se paie 4 500 $ par mois tout en devant 34 000 $ à l'État. Ce ne sont pas des problèmes de trésorerie. Ce sont des priorités. Garrison s'est penché en avant, son expression sérieuse. Madame Palmer, je dois être très direct avec vous. Si cela continue, l'État finira par s'en prendre à vos biens personnels, votre pension, vos économies, tout ce qui porte votre nom. Et une fois que cela arrivera, l'arrêté deviendra exponentiellement plus difficile. Et Northside ? Ai-je demandé. Ont-ils examiné les chiffres ? Garrison a hoché la tête. Ils l'ont fait, et ils sont prêts à aller de l'avant, mais seulement sous des conditions spécifiques. Il a sorti un dossier et l'a ouvert devant moi. Northside Bill Group prendra le contrôle de Palmer Home Rénovation, a-t-il dit. Ils amèneront leur propre équipe de direction, mettront en place leur système, paieront les dettes en cours, et exploiteront l'entreprise sous leur supervision. Au cours des 5 prochaines années, ils rachèteront votre participation en paiements échelonnés. Vous ne récupérerez pas la totalité des 180 000 $, mais vous en récupérerez environ 60%, et vous serez complètement à l'abri de toute responsabilité future. Que arrive-t-il à Andrew ? Ai-je demandé. On lui proposerait un poste de chef de projet salarié, a déclaré Garrison. Il travaillerait toujours dans l'entreprise, mais il ne la dirigerait pas. Il n'aurait pas accès aux finances. Il se présenterait, ferait le travail, serait payé, et rentrerait chez lui comme n'importe quel autre employé. J'ai essayé d'imaginer Andrew acceptant cela, travaillant pour quelqu'un d'autre dans une entreprise qu'il avait construite, recevant des ordres au lieu d'en donner. Il ne l'acceptera jamais, ai-je dit. Probablement pas, a admis Garrison. Mais c'est son choix. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont il réagit aux conséquences qu'il a créées. Il a sorti un autre document. Il y a un hic, a-t-il dit. Northside n'ira pas de l'avant tant que votre fils aura un quelconque contrôle. Donc, avant qu'il ne finalise quoi que ce soit, vous devrez signer des résolutions d'entreprise retirant Andrew et Tara de leur poste de direction et autorisant la vente future de votre participation de contrôle. J'ai regardé le document devant moi. 2 signatures. C'est tout ce qu'il faudrait. Une fois que j'aurai signé ça, il n'y a pas de retour en arrière, ai-je demandé. Pas exactement, a dit Garrison. Je peux conserver ces documents et ne pas les déposer tant que vous ne me donnerez pas votre permission explicite. Considérez cela comme une police d'assurance. Si les choses s'améliorent, si votre fils commence à fonctionner de manière responsable, vous n'aurez jamais à l'utiliser. Mais si les choses empirent, s'il franchit une ligne que vous ne pouvez pas pardonner, vous avez un moyen immédiat de vous protéger. J'ai pris les papiers et je les ai lus lentement.
Un langage juridique qui se résumait à deux faits simples. Andrew Palmer et Tara Palmer sont par la présente révoqués de tous les postes de direction au sein de Palmer Home Rénovation à compter du dépôt. Judith Palmer, en tant que propriétaire majoritaire, autorise la vente de la participation de contrôle à Northside Build Group selon les termes préalablement négociés. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai pensé à Andrew quand il était petit. La façon dont il courait vers moi quand il s'écorchait le genou, absolument certain que je pouvais tout réparer. La façon dont il grimpait sur mes genoux pendant les orages, enfouissant son visage dans mon épaule pendant que je lui disais qu'il était en sécurité. J'ai pensé à la première fois que je l'ai sorti d'affaires. Il avait 19 ans, avait abandonné l'université, était en retard sur son loyer. J'avais fait un chèque et je m'étais dit que c'était une seule fois, qu'il avait juste besoin d'aide pour se remettre sur pied. J'ai pensé à toutes les fois après ça. Le paiement de la voiture que j'ai couvert quand il a perdu un emploi. La facture de carte de crédit que j'ai payée quand il a trop dépensé pendant les vacances. Le prêt commercial que j'ai cosigné quand la banque ne voulait pas l'approuver seule. J'avais nettoyé ses erreurs pendant 30 ans. Et à chaque fois, je m'étais dit que j'aidais. C'est ce que font les mères. Elles rattrapent leurs enfants quand ils tombent. Mais il y a une différence entre rattraper quelqu'un et le laisser vous utiliser comme un matelas de réception encore et encore pendant qu'il refuse d'apprendre à ne plus tomber. Garrison a dû voir quelque chose sur mon visage. Il ne s'agit pas de punition, a-t-il dit doucement. Il s'agit de protection. Vous ne sabotez pas votre fils. Vous refusez de le laisser vous entraîner dans sa chute. J'ai levé les yeux vers lui. Si je signe ça et qu'il le découvre, il ne me le pardonnera jamais, ai-je dit. Peut-être pas, a répondu Garrison. Mais si vous ne le signez pas et que vous perdez tout, vous le pardonnerez? Je suis resté assise là un long moment, le stylo lourd dans ma main. J'ai pensé à cet avis d'impôt, au chant à la table du dîner, à la main de Kelly sur mon coude, me poussant vers la porte pendant que 27 personnes me traitaient de fardeau. J'ai pensé au tableur que Rebecca m'avait montré, mon argent traqué à travers une entreprise qui me traitait comme un distributeur automatique tout en me qualifiant de poids mort. J'ai pensé à ce qui arriverait si je ne faisais rien. Si je continuais simplement à faire confiance, à espérer, à croire qu'Andrew finirait par voir ce qu'il faisait et changerait. L'État viendrait me chercher. Les créanciers viendraient me chercher. Et quand je n'aurais plus rien, Andrew dirait toujours aux gens que j'étais le problème. J'ai pris le stylo. Ma main a survolé la ligne de signature pendant ce qui a semblé une éternité. Puis j'ai signé. Une fois sur la première résolution. Une fois sur la seconde. J'ai posé le stylo et j'ai fait glisser les documents sur la table vers Garrison. J'ai besoin que vous me promettiez quelque chose, ai-je dit, ma voix à peine audible. Quoi donc? Ne les déposez pas à moins que je vous le dise explicitement, ai-je dit. J'ai besoin de savoir que j'ai tout essayé avant. J'ai besoin de savoir que je lui ai donné toutes les chances de réparer ça. Garrison a hoché la tête et a placé les documents signés dans un dossier, puis dans sa mallette. Je ne déposerai rien sans votre instruction directe, a-t-il dit. Mais Madame Palmer, s'ils franchissent à nouveau votre ligne, n'attendez pas. Ne vous remettez pas en question. Ne leur donnez pas le temps de faire plus de dégâts. Vous m'envoyez un texto et je m'occuperai du reste. Juste un texto? Ai-je demandé. Juste mon nom, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il faut. Je saurai ce que ça veut dire. Je me suis levé, mes jambes instables. Je venais de signer la fin du contrôle de mon fils sur une entreprise que j'avais financée. Je venais d'autoriser une vente qui le priverait de l'identité qu'il avait construite autour du fait d'être un chef d'entreprise. Et il n'en avait aucune idée. Je suis sorti de ce bureau en portant un poids que je n'avais pas en entrant. Le poids d'une arme chargée que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Mais la sécurité était enlevée et mon doigt était sur la gâchette. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une raison de plus pour la presser. Les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'impression de vivre dans une maison de verre. Tout semblait normal en surface. Les dîners du dimanche continuaient. Les enfants couraient toujours dans ma suite à la recherche de jouets perdus. Andrew me demandait toujours de les garder quand lui et Tara sortaient en amoureux. Mais sous la surface, les fondations s'étaient fissurées et nous faisions tous semblant de ne pas le remarquer. Andrew n'a plus jamais mentionné la demande de documents. Il a livré la boîte de dossiers puis a agi comme si tout cela n'était jamais arrivé. Il était poli lorsque nous nous croisions, distant mais poli,
comme si j'étais une locataire qu'il devait tolérer au lieu de sa mère. Tara a cessé de me demander de l'aide pour les dîners. Les petits-enfants venaient toujours me voir, mais il y avait une nouvelle instruction que j'ai entendu Tara leur donner un après-midi. Ne demandez pas d'argent à grand-mère, d'accord? Elle a un revenu fixe maintenant. Un revenu fixe. Comme si j'étais soudainement devenu pauvre au lieu d'avoir simplement arrêté le flux d'argent auquel il s'était habitué. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste observé. Fin novembre, Andrew a commencé à parler d'un dîner du réveillon du Nouvel An. On fait les choses en grand cette année, a-t-il annoncé lors du dîner du dimanche. Sa voix pleine de la vieille confiance que je lui connaissais avant les avis d'imposition et les avocats. 25, peut-être 30 personnes. Famille, amis, quelques clients potentiels. C'est bon pour les affaires de montrer qu'on réussit. J'ai levé les yeux de mon assiette. Combien de personnes, ai-je demandé? 27, si tout le monde dit oui, a dit Tara en faisant défiler son téléphone. On devra louer des tables supplémentaires. Peut-être sortir les meubles de patio du rangement. J'ai pensé aux 34 000 $ d'impôts impayés. Aux factures des fournisseurs que Rebecca m'avait montrées, celles marquées « en retard » en rouge. Ça a l'air cher, ai-je dit prudemment. La tête de Tara s'est relevée d'un coup. On peut se le permettre, a-t-elle dit, le ton sec. Je dis juste ça, avec tout ce qui se passe avec l'entreprise. L'entreprise va bien, a coupé Andrew. On a décroché un gros contrat le mois dernier. On fête ça. C'est comme ça qu'on se construit une réputation. On se montre fort. Je n'ai pas discuté. Je suis juste retourné à mon repas et j'ai pris une note mentale. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas pour impressionner des gens qui n'avaient pas d'importance. Et il le faisait tout en devant de l'argent à l'État. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé les préparatifs se dérouler. Des fromages importés sont arrivés dans des boîtes marquées de logos fantaisistes. Des caisses de vin se sont empilées dans le garage. Tara a engagé quelqu'un pour nettoyer la maison à fond, pour polir les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, pour que tout soit parfait pour les photos qu'elle prévoyait déjà. Un après-midi, je l'ai trouvé dans la cuisine en train d'arranger des amuse-gueules sur des plateaux de service. Ça doit coûter une fortune, ai-je dit, non pas pour l'accuser, mais simplement pour observer. Elle n'a pas levé les yeux. Tu n'as pas à te soucier de nos finances, a-t-elle dit. On s'en occupe. Je ne m'inquiétais pas, ai-je répondu. Je faisais juste la conversation. Eh bien, ne le fais pas, a-t-elle dit. Et il y avait une pointe dans sa voix qui n'était pas là avant. Tu as bien fait comprendre que tu ne nous faisais pas confiance, alors peut-être reste simplement en dehors de ça. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus. Mais j'ai remarqué qu'elle avait commandé des steaks chez un boucher spécialisé. J'ai remarqué que le champagne avait des étiquettes françaises. J'ai remarqué les invitations qu'elle avait imprimées sur du papier cartonné épais avec des lettres dorées. Ce n'était pas un dîner. C'était une performance, et je commençais à réaliser que je faisais partie du décor, pas de la distribution. Kelly est passée un samedi début décembre. Elle venait chercher les enfants après une soirée pyjama et je lui ai offert un café pendant qu'ils rassemblaient leurs affaires. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine, la conversation raide et prudente. Andrew dit que tu as engagé un avocat, a-t-elle dit finalement, sans me regarder dans les yeux. J'en ai consulté un, ai-je corrigé. À propos des documents commerciaux que j'ai signés. Il a l'impression que tu agis dans son dos. Je me protège, ai-je dit. Il y a une différence. Kelly a remué son café, la cuillère cliquetant contre la tasse dans le silence. Il dit que tu es paranoïaque, a-t-elle poursuivi. Que tu laisses des étrangers te convaincre qu'ils profitent de toi. J'ai senti une douleur familière dans ma poitrine. Pas de la colère, juste de la tristesse. Tu le crois, ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne sais pas quoi croire, a-t-elle dit doucement. Il est stressé, maman. L'entreprise est difficile. T'avoir ici est cher. Je pense que peut-être tu ne vois pas à quel point il est sous pression. Voilà. Le récit qu'Andrew lui avait servi. Je suis la chair. Je suis le fardeau. Je suis la source de la pression. Kelly, ai-je dit doucement. Sais-tu combien j'ai contribué à ce foyer ces 3 dernières années? Elle a secoué la tête. Plus que ce que j'ai pris, ai-je dit. Beaucoup plus. Mais je ne vais pas en discuter.
Si tu veux croire que je suis dépendante, c'est ton choix. Mais je sais ce que disent les relevés bancaires. Elle s'est levée, clairement mal à l'aise. Je ne suis pas venue ici pour me battre, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je répondu. Elle a appelé les enfants et ils sont partis quelques minutes plus tard. Pas de câlin d'au revoir, juste un au revoir depuis la voiture. Je les ai regardés s'éloigner et j'ai senti la distance grandir. Andrew avait réécrit l'histoire et Kelly avait choisi de croire sa version, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce que c'était plus facile que de questionner son frère. Je devenais l'étrangère dans ma propre famille. Et le pire, c'est que je l'avais vu venir. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, froid et clair. J'ai passé la matinée dans ma suite, écoutant le chaos de la maison principale, les livraisons qui arrivaient, les meubles qui étaient réarrangés, Tara criant des instructions à Andrew sur l'endroit où mettre les tables pliantes. Vers 15 heures, je suis allé voir s'ils avaient besoin d'aide. La salle à manger avait été transformée. Les tables s'étendaient d'un bout à l'autre, couvertes de nappes ivoires, les couverts alignés en rangées soignées, les verres en cristal captant la lumière hivernale à travers les fenêtres. J'ai compté les couverts. 27. Tara ajustait les cartons de table, les déplaçant comme des pièces sur un échiquier. Je l'ai regardé placer le carton d'Andrew à la tête de la table. Le sien juste à côté de lui. Kelly et son mari à quelques places de là. Les invités importants regroupés près du centre où la conversation serait plus facile. Puis elle a pris un dernier carton. Le mien. Elle l'a porté jusqu'au bout de la table, au-delà de la zone principale des sièges, au-delà des rallonges, jusqu'à la place à côté de la porte battante qui menait à la cuisine. Elle l'a posé à côté d'une pile de serviettes, à moitié cachée derrière une corbeille à pain. Elle ne m'a pas remarqué en train de regarder, ou peut-être que si, et elle s'en fichait. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, regardant ce carton de table, et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi devenir très calme et très immobile. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un problème d'espace. C'était une déclaration. Tu n'appartiens plus au centre. Tu appartiens aux marges, près de la sortie, facile à ignorer. J'ai pensé aux documents qui se trouvaient dans le bureau de Garrison. Ceux que j'avais signés il y a des semaines, ceux que je lui avais dit de ne pas déposer à moins que je ne lui en donne la permission. J'ai pensé à la ligne que j'avais tracée dans mon esprit. La limite que je m'étais promise de ne pas les laisser franchir. Et je me suis demandé si j'étais en train de les regarder construire le pont pour la franchir en ce moment même. Je suis retourné dans ma suite sans dire un mot. J'ai pris une douche. J'ai mis une belle robe. Je me suis coiffé et maquillé comme si je me préparais à quelque chose d'important, parce que c'était le cas. Je me préparais à savoir si ma famille me montrerait enfin qui elle était vraiment, ou si elle me prouverait que j'avais tort et se souviendrait que je faisais toujours partie de tout ça. À 18 heures, les invités ont commencé à arriver. J'entendais les portières de voitures claquer, les voix se saluer, les rires résonner dans la maison. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Le contact de Garrison était en haut de mes messages récents. S'ils franchissent à nouveau votre ligne, faites-le moi savoir. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Puis j'ai traversé la cour jusqu'à la maison, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. La femme invisible au bout de la table, le fardeau qu'ils avaient invité tout le monde à voir. La salle à manger était déjà bruyante quand je suis entré. 27 personnes entassées autour de tables qui s'étendaient sur toute la longueur de la pièce. Les voix se disputaient, les verres s'entrechoquaient, tout le monde habillé comme pour célébrer quelque chose d'important. J'en reconnaissais peut-être la moitié. Des cousins à qui j'avais envoyé des cartes d'anniversaire pendant des années. Les contacts professionnels d'Andrew portant des montres chères. La famille de Tara regroupée près du centre. Sa mère tenant déjà le crachoir sur quelque chose qui faisait rire tout le monde. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. J'ai trouvé mon carton de table exactement là où j'avais vu Tara le poser des heures plus tôt. Au bout de la table, niché à côté de la porte de la cuisine, à moitié caché derrière des plats de service qui n'avaient pas encore été distribués. Je me suis assise. La chaise à côté de moi était vide. La chaise en face de moi était vide. J'étais une île au bout d'une table construite pour la connexion. Les conversations tourbillonnaient autour de moi, passant comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Quelqu'un a tendu le bras par-dessus mon épaule pour attraper la corbeille à pain sans dire « Excusez-moi ». Une cousine que j'avais l'habitude de garder a croisé mon regard, puis a rapidement détourné les yeux comme si elle ne m'avait pas vu du tout.
Les plats de nourriture ont commencé à descendre la table. Des légumes rôtis, de la purée de pommes de terre à l'ail, du rôti de bœuf tranché fin et parfait. Je les ai regardés passer de main en main, de personne en personne, sautant directement l'espace vide devant moi. Personne ne m'a offert la cuillère de service. Personne ne m'a demandé si je voulais du vin. Je me suis versé de l'eau d'une carafe que quelqu'un avait laissée à portée de main et j'ai essayé d'avaler la boule dans ma gorge. Andrew se tenait à la tête de la table, Tara rayonnante à ses côtés dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ma pension mensuelle. Il a tapé sur son verre avec un couteau, le « tigne, tigne, tigne » aigu coupant le bruit. La pièce s'est tue. « Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir », a déclaré Andrew, sa voix chaleureuse et confiante. Cette année a été difficile. L'économie, la concurrence, tous les défis habituels. Mais nous nous en sommes sortis parce que nous nous avons les uns les autres, parce que nous sommes une famille. Il a levé son verre plus haut. À la famille, a-t-il dit. À la famille, ont fait écho 27 voix. J'ai levé mon verre d'eau avec tout le monde, mais personne ne regardait dans ma direction quand ils l'ont dit. Leurs yeux étaient sur Andrew, sur Tara, les uns sur les autres, pas sur moi. Le repas a continué. Les fourchettes ont raclé les assiettes. Les conversations ont monté et baissé. J'ai mangé en silence, mâchant une nourriture que je ne pouvais pas goûter, regardant ma famille jouer la comédie de l'unité pendant que j'étais assise au bord du cadre. Puis, à mi-chemin du plat principal, la voix d'Andrew s'est de nouveau élevée. Vous savez, a-t-il dit assez fort pour être entendu. Ça a été une sacrée année pour d'autres raisons aussi. La table s'est de nouveau tue. Les gens sentant une histoire arriver. Diriger une entreprise est une chose, a poursuivi Andrew. Mais le faire tout en soutenant sa famille, c'est un tout autre niveau. Il s'est tourné légèrement vers mon bout de la table, juste assez pour que tout le monde suive son regard. Avoir maman qui emménage, couvrir ses dépenses, s'assurer qu'elle est prise en charge. Ça a été beaucoup. Quelques parents ont hoché la tête avec sympathie. Quelqu'un a murmuré quelque chose sur les difficultés des soins aux personnes âgées. J'ai senti mon pouce accélérer. On t'aime, maman, a ajouté Andrew, son ton dégoulinant du genre de patience que l'on utilise avec quelqu'un qui ne comprend pas à quel point il est un problème. Mais entre les factures médicales, les coûts supplémentaires, les besoins constants, ça a été un sacrifice. Les factures médicales que je payais moi-même, les coûts supplémentaires qui provenaient de ma propre poche, les besoins qui n'étaient jamais exprimés parce que j'avais appris à ne rien demander. Mais la table ne le savait pas. Ils ont juste hoché la tête, murmuré et m'ont regardé comme si j'étais un poids qu'Andrew avait porté avec grâce. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu sortir mes relevés bancaires, montrer à tout le monde les reçus, prouver exactement qui avait soutenu qui. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée assise là, regardant mon fils réécrire l'histoire devant des témoins qui se souviendraient de sa version, pas de la vérité. C'est alors que Tara s'est levée, sa chaise a raclé le sol avec un grincement qui a coupé le murmure des voix compatissantes. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Elle a posé une main à plat sur la table, l'autre pointée droit sur moi comme un avocat s'adressant à un témoin hostile. Elle ne fait pas partie de la famille, a annoncé Tara, sa voix vive et claire. C'est un fardeau. La pièce est devenue silencieuse. 27 visages se sont tournés vers moi. J'ai senti mes mains s'engourdir là où elles serraient mon verre d'eau. Quelque part au fond de ma poitrine, cette vieille honte a tenté de s'enflammer. La même honte que j'avais portée à travers chaque erreur qu'Andrew avait jamais commise. Chaque fois que quelqu'un insinuait que j'avais échoué en tant que mère. Chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais trop ou pas assez. Je l'ai senti monter et je l'ai écrasé. Tara, ai-je dit doucement. Tu as trop bu de vin. Son visage a rougi. Non, a-t-elle répliqué plus fort maintenant. Tout le monde marche sur des œufs à ce sujet. Vous agissez tous comme si elle était une sorte de sainte qui a tout sacrifié pour ses enfants. Mais elle nous a ruinés. Elle a emménagé chez nous, a pris nos vies, notre temps, notre argent. Nous avons tout sacrifié et elle reste assise là, s'attendant à ce que nous soyons reconnaissants. Je l'ai regardée, cette femme portant une robe que j'avais probablement aidé à payer, debout dans une maison que mon argent avait subventionnée, servant de la nourriture sur mon crédit, et je n'ai rien dit parce que je voulais voir jusqu'où cela irait. Andrew s'est levé à côté d'elle. Pendant une brève et stupide seconde, j'ai cru qu'il allait l'arrêter. J'ai cru qu'il allait être le fils que j'avais élevé. Celui qui connaissait le bien du mal.
Celui qui comprenait la loyauté. Il ne l'était pas, elle a raison, a dit Andrew en me regardant droit dans les yeux. Tu nous as épuisés, maman. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons fait pour te garder à l'aise. Nous avons invité tout le monde ici ce soir pour qu'ils puissent voir ce à quoi nous avons affaire. Parce que dans ta version de l'histoire, tu es toujours la victime. Il a pris son verre de vin. Soyons honnêtes pour une fois, a-t-il poursuivi. Dis à tout le monde comment tu nous as culpabilisés pour t'accueillir. Comment tu m'as manipulé dans cet arrangement commercial. Comment tu as tout ramené à toi pendant que nous nous cassions le dos pour te soutenir. Un cousin au fond, quelqu'un que j'avais conduit à l'entraînement de baseball il y a 20 ans, a secoué la tête et a marmonné, incroyable. Quelqu'un d'autre a ricané. J'ai regardé Kelly à la table. Elle était à mi-chemin entre Andrew et moi, les yeux rivés sur son assiette, la fourchette figée dans sa main. Elle avait pâli. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Elle ne l'a pas fait. Puis la mère de Tara a commencé. Juste un murmure au début, à peine audible. Fardeau. La sœur de Tara a repris. Fardeau. Quelques-uns des plus jeunes cousins ont ri comme si c'était une blague. Et puis ça a pris. Fardeau. 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 Le chant a déferlé sur la table comme une vague. Des gens qui connaissaient à peine mon nom murmuraient le mot entre deux bouchées de rôti de bœuf que j'avais indirectement payé. J'ai regardé des visages que j'avais vus à des baptêmes, des remises de diplômes et des mariages. Des visages qui souriaient sur les photos de cartes de Noël se tordre en quelque chose de cruel et d'insouciant. J'ai regardé mon fils se pencher en arrière sur sa chaise et laisser faire. J'ai regardé ma fille rester figée, choisissant le silence plutôt que de me défendre. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir complètement calme. C'était la ligne. Il venait de la franchir. La chaise de Kelly a raclé. Elle s'est levée, le visage crispé d'embarras, et s'est dirigée vers moi. « Allez, maman » a-t-elle marmonné, sa main se refermant sur mon coude. Pas doucement, pas de manière protectrice. Comme si elle enlevait un problème avant qu'il ne s'aggrave. Tu rends les choses bizarres. Rentrons à la maison. Je me suis levé sans résistance. Le chant s'éteignait déjà. Les gens se retournaient vers leur repas comme si de rien n'était. Andrew remplissait les verres de vin. Tara riait de quelque chose que sa mère avait dit. Il m'avait humilié devant 27 personnes, et il passait déjà à autre chose. Kelly m'a poussé mon manteau dans le hall, ses yeux se retournant vers la salle à manger. Il ne le pensait pas comme ça, a-t-elle dit rapidement. Tout le monde a juste trop bu de vin. Ils sont stressés. Ne le prends pas personnellement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu ce que j'avais refusé de voir pendant des mois. Elle les choisirait à chaque fois. Je sais exactement comment il le pensait, ai-je dit. J'ai boutonné mon manteau lentement, délibérément, lui donnant une dernière chance de dire quelque chose de réel. Elle ne l'a pas saisi. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit. Derrière moi, la maison pulsait de rire, de musique et du son de gens profitant d'une fête que j'avais aidé à financer tout en me traitant de poids mort. Je suis resté sur le trottoir et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. Mon esprit était clair. J'ai fait défiler jusqu'au contact de Garrison. Notre dernier message datait de 3 jours. S'ils franchissent à nouveau la ligne, faites-le moi savoir. Je peux tout déposer le 2 janvier. Vous ne leur devrez aucun avertissement. J'ai tapé un seul mot, Garrison. Mon pouce a survolé le bouton d'envoi pendant peut-être 2 secondes. Puis je l'ai pressé. Le message s'est envoyé avec un léger bruit. Un seul mot. 6 lettres. C'est tout ce qu'il a fallu. Je n'étais pas en colère. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas de rage, de chagrin ou de trahison. J'en avais fini. J'avais passé 6 mois à me préparer pour ce moment, espérant ne jamais avoir à l'utiliser, priant que ma famille choisisse différemment. Ils ne l'ont pas fait, alors j'ai fait mon choix. Je suis allé à ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis retourné à ma suite pendant que ma famille faisait la fête à l'intérieur. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce simple texto venait de déclencher. Ils n'avaient aucune idée que dans 72 heures, tout ce qu'ils avaient construit sur mon dos allait s'effondrer. Et pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 3 jours après le nouvel an, je me suis assise dans le bureau de Garrison pendant qu'il confirmait ce que je savais déjà.
J'ai reçu votre texto à 23h42 le soir du Nouvel An, a-t-il dit en ouvrant un dossier devant lui. J'ai commencé les démarches le lendemain matin. Mes mains étaient croisées sur mes genoux, les doigts entrelacés pour les empêcher de bouger. Et ai-je demandé. Northside a accepté les conditions, a déclaré Garrison. Les résolutions retirant votre fils et votre belle-fille de leur poste de direction ont été déposées auprès du secrétaire d'État de Géorgie le 2 janvier. À ce matin, l'État vous reconnaît comme la seule dirigeante autorisée de Palmer Home Rénovation. Il a fait glisser un document sur la table. En tête officielle, sceau de l'État, mon nom inscrit comme présidente et agent enregistré. Les notifications ont été envoyées à la banque ce matin, a-t-il poursuivi. Ainsi qu'aux 3 plus grands fournisseurs que votre fils utilise régulièrement. Ils ont été informés que la direction a changé et que toutes les futures approbations doivent passer par la nouvelle structure de propriété. J'ai regardé le document. Le nom de mon fils était manifestement absent de chaque ligne. Est-ce qu'Andrew est déjà au courant, ai-je demandé. Pas à moins que la banque ne l'ait appelé, a dit Garrison. Mais il le saura bientôt. Son accès au compte de l'entreprise a été gelé à 9h ce matin. Toutes les cartes liées à l'entreprise seront refusées. Il ne pourra pas approuver d'achat, signer de chèques ou accéder à des fonds sans l'autorisation de Northside. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de regret, juste le poids de ce que j'avais fait. Et maintenant, ai-je demandé. Garrison s'est penché en arrière sur sa chaise. Au cours des prochains jours, il va recevoir des appels, a-t-il dit. De la banque lui demandant pourquoi il essaie d'accéder à des comptes gelés, des fournisseurs lui demandant à qui il doit acheminer les demandes maintenant. Finalement, Northside enverra une lettre officielle expliquant qu'il a été démis de ses fonctions de dirigeant et lui offrira un poste salarié de chef de projet. L'acceptera-t-il? Ai-je demandé. Garrison a haussé les épaules. La plupart des gens dans sa situation ne le font pas, a-t-il dit honnêtement. L'ego en prend un coup. Passer de propriétaire à employé dans sa propre entreprise est difficile à avaler. Mais c'est sa décision. Il a sorti un autre dossier. En attendant, nous devons parler de vous, a-t-il dit. Northside s'occupera du côté commercial, mais vous devez finaliser votre propre stratégie de sortie. Où allez-vous vivre? Comment sécurisez-vous vos actifs restants? Quel est votre plan pour quand cela deviendra public? J'y pensais depuis des semaines. J'ai regardé des appartements, ai-je dit. Des petits, 2 chambres, quelque chose que je peux me permettre avec ma pension et les paiements de rachat. Avez-vous trouvé quelque chose, a-t-il demandé. Il y en a un à environ 6 km d'ici, ai-je dit. Rez-de-chaussée près d'un parc. Il est disponible maintenant. Alors je vous suggère de vous dépêcher, a déclaré Garrison. Une fois que votre fils réalisera ce qui s'est passé, cette maison deviendra un territoire hostile. Vous ne voulez pas vivre dans son espace lorsque les retombées se produiront. J'ai hoché la tête. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mes pensées à emballer ma suite, à laisser les dessins des petits-enfants sur mon frigo et les routines que j'avais construites rendaient tout cela soudainement dévastateur et réel. Et les dettes fiscales, ai-je demandé, changeant de sujet avant que ma résolution ne puisse se briser. Northside négocie un plan de paiement avec l'État, a déclaré Garrison. Votre nom restera temporairement sur les déclarations pendant que la transition s'achève, mais ils assument la responsabilité financière. Une fois la vente finalisée dans environ 90 jours, votre nom sera entièrement retiré. 90 jours. 3 mois avant que je sois complètement libre. Et si Andrew se bat, ai-je demandé. Il peut essayer, a déclaré Garrison. Mais vous êtes la propriétaire majoritaire. Vous aviez l'autorité légale de prendre ces décisions. Il a signé un accord d'exploitation qui vous a donné ce pouvoir. Il peut être en colère, mais il ne peut pas l'annuler. J'ai quitté son bureau 1 heure plus tard avec une pile de documents, un calendrier et un plan. Le bail de l'appartement serait prêt à signer d'ici la fin de la semaine. Northside enverrait sa lettre officielle à Andrew le 7 janvier. Le premier paiement de rachat arriverait sur mon compte le 15 janvier. Tout était en mouvement et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Au cours des jours suivants, j'ai suivi mes routines comme si j'étais sous l'eau. Tout semblait étouffé, lent et étrange. J'ai visité l'appartement un mercredi après-midi gris. Il était petit mais lumineux, avec des fenêtres orientées à l'est et un petit balcon assez grand pour une chaise et quelques plantes en pot.
La propriétaire était une femme d'une cinquantaine d'années qui a posé des questions douces sur la raison de mon déménagement. Changement de circonstances, ai-je dit, et elle n'a pas insisté. J'ai signé le bail cet après-midi-là. J'ai commencé à faire mes cartons ce soir-là. Pas tout, juste les choses dont je savais que j'aurais besoin les premiers jours. Vêtements, articles de toilette, mes livres préférés. Je les ai emballés dans des boîtes que j'avais récupérées à l'épicerie, les empilant dans mon placard où personne ne les verrait. Andrew et Tara n'étaient pas passés dans ma suite depuis le réveillon du Nouvel An. Les petits-enfants non plus. C'était comme si j'avais déjà disparu de leur vie. Je me demandais s'ils remarqueraient même mon absence. Le 6 janvier, Garrison a appelé. « Votre fils a essayé d'accéder au compte de l'entreprise ce matin », a-t-il dit. La banque l'a bloqué et l'a renvoyé à Northside. Il a aussi reçu un appel de son plus gros fournisseur lui demandant à qui envoyer les factures maintenant. « Vous a-t-il appelé ?» ai-je demandé. « Pas encore », a dit Garrison. « Mais il le fera. Ou il vous appellera. » Mon téléphone est resté silencieux toute la journée. J'ai fini de faire mes cartons ce soir-là. Ma suite avait l'air étrange avec la moitié de mes affaires emballées, des espaces vides sur les étagères où se trouvaient autrefois des photos. Je me demandais ce qu'Andrew et Tara pensaient en ce moment. S'ils étaient confus, en colère, effrayés. Je me demandais s'ils avaient déjà fait le lien. Je me demandais s'ils se souvenaient de la façon dont ils avaient scandé à mon encontre il y a 3 nuits pendant que j'étais assise au bout de leur table, silencieuse et invisible. Probablement pas. Les gens qui vous humilient se souviennent rarement des détails. Ils se souviennent juste que vous étiez censé l'accepter en silence. Je me suis assise sur mon canapé, entouré de boîtes, mon téléphone à la main, attendant les appels que je savais à venir. La peur et le soulagement s'en mêlaient dans ma poitrine si étroitement que je ne pouvais pas dire lequel était le plus fort. Mais sous les deux, il y avait autre chose. La certitude. J'avais fait ce qu'il fallait. Et quoi qu'il arrive ensuite, je ne porterai plus leur fardeau. Le premier appel est arrivé à 5h03 du matin. J'étais déjà réveillé, allongé dans mon lit, regardant le ciel sombre à l'extérieur de ma fenêtre commencer à s'éclaircir. Le sommeil avait été difficile à trouver depuis le réveillon du Nouvel An. Mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet, vibrant avec colère. Andrew. J'ai laissé sonner. Il a arrêté, puis a immédiatement recommencé. Je l'ai regardé vibrer sur la surface en bois, son nom clignotant encore et encore dans la lumière grise de l'aube. 5 appels en 3 minutes. Puis les textos ont commencé à arriver en succession rapide. Appelle-moi tout de suite. Que as-tu fait? La banque dit que je n'ai pas accès. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Maman, je sais que tu es réveillée. Appelle-moi. J'ai retourné le téléphone et je suis sorti du lit. Le temps que je fasse du café et des toasts, il y avait 17 appels manqués et 23 textos. Je les ai parcourus en prenant mon petit déjeuner à ma petite table de cuisine, lisant chacun d'eux comme si j'examinais des preuves au lieu de messages de mon fils. Ils ont commencé par être confus, puis en colère, puis désespérés. Quelqu'un de Northside m'a appelé. Ils ont dit qu'ils prenaient le contrôle de l'entreprise. C'est toi qui as fait ça? Tu ne peux pas simplement voler mon entreprise, maman. Je vais me battre. S'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. Appelle-moi. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai répondu à rien. J'ai fini mon petit déjeuner, j'ai lavé ma vaisselle et je me suis habillé pour mon cours d'aquagym du matin au centre communautaire. À 7h11, Tara a commencé. Ses messages étaient différents. Plus secs, plus méchants. Ma carte a été refusée à l'épicerie. Sais-tu à quel point c'est humiliant? C'est toi qui as fait ça. Tu détruis notre famille parce que tu n'as pas supporté une mauvaise soirée. Les enfants demandent pourquoi grand-mère est méchante avec papa. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? J'espère que tu es heureuse. Tu as ruiné tout ce que nous avons construit. J'ai mis le téléphone dans mon sac de sport et je suis allé au centre communautaire. L'eau était chaude, les exercices familiers et rythmiques. J'ai suivi la routine, entouré de femmes de mon âge, aucune d'entre elles ne sachant que mon téléphone explosait dans le vestiaire pendant que je m'étirais, donnais des coups de pied et flottais. Pour la première fois en 3 ans, je ne me précipitais pas pour résoudre la crise de quelqu'un d'autre. Je ne vérifiais pas mon téléphone entre les séries pour voir si Andrew avait besoin d'argent.
Je ne réorganisais pas mon emploi du temps parce que Tara avait besoin d'une garde d'enfant d'urgence. J'existais simplement dans mon propre espace, à mon propre rythme, en faisant quelque chose qui était à moi. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau. Après le cours, j'ai vérifié mon téléphone sur le parking. 49 messages au total d'Andrew, 20 de Tara, 3 de Kelly. Je suis rentré chez moi sans répondre à aucun d'entre eux. À 14 heures, Garrison a appelé. Le premier paiement de Northside a été compensé ce matin, a-t-il dit. Vérifiez votre nouveau compte. J'ai ouvert mon application bancaire pendant qu'il restait en ligne. C'était là, un dépôt de 12 000 $. C'est le premier versement, a expliqué Garrison. Vous recevrez des paiements mensuels au cours des 5 prochaines années. Ce ne sera pas la totalité des 180 000 $ que vous avez investis, mais c'est nettement plus que ce que vous récupéreriez si l'entreprise s'effondrait sous la direction de votre fils. Et les dettes fiscales? Ai-je demandé. Northside s'en occupe, a-t-il confirmé. Il négocie avec l'État en ce moment. Votre nom est toujours techniquement sur les déclarations, mais ils ont assumé la responsabilité financière. Vous êtes protégé. Je suis resté dans ma voiture, fixant ce chiffre. 12 000 $. De l'argent qui était à moi. Qui ne pouvait pas être drainé par des urgences qui n'étaient pas vraiment des urgences. Qui ne disparaîtrait pas dans des retraits de propriétaires, des rénovations de cuisine et des fromages importés. Madame Palmer, a dit Garrison. Êtes-vous toujours là? Je suis là, ai-je dit doucement. Merci. Vous avez fait le plus dur, a-t-il répondu. Je n'ai fait que déposer les papiers. Nous avons raccroché. Je suis resté là un long moment, puis je suis allé à l'appartement que j'avais loué. J'ai passé l'après-midi à mesurer les fenêtres pour les rideaux et à planifier où iraient mes meubles, construisant quelque chose de nouveau au lieu de soutenir quelque chose de cassé. À 18h30, mon téléphone a de nouveau sonné. Kelly. J'ai failli ne pas répondre, mais elle était toujours ma fille. Et contrairement à Andrew, elle n'avait pas appelé 17 fois. Elle avait envoyé 3 messages, chacun plus court et plus incertain que le précédent. J'ai répondu. Maman, a-t-elle dit, et sa voix s'est immédiatement brisée. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Andrew perd la tête. Il dit que tu as vendu l'entreprise. Il dit que tu lui as tout pris. Je ne lui ai rien pris, ai-je dit calmement. J'ai protégé ce qui était à moi. Mais la maison, a-t-elle dit, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix maintenant. Il dit qu'il pourrait perdre la maison, que la banque pose des questions, que tout s'effondre. La maison était la garantie des prêts commerciaux qu'il a contractés, ai-je dit. Ce n'est pas moi qui l'ai mise en garantie. C'est lui. Si la banque rappelle le prêt parce que la direction a changé, c'est une conséquence de la façon dont il a géré l'entreprise, pas de ce que j'ai fait pour me protéger. Maman, c'est mon frère, a dit Kelly. Il a peur. Tara a peur. Tu ne peux pas simplement annuler ça? Tu ne peux pas arranger les choses? Et voilà. La même demande que j'entendais depuis toute ma vie. Arrange les choses. Fais en sorte que ça se calme. Fais disparaître la difficulté pour que tout le monde soit à l'aise. Non, ai-je dit. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Comment ça, non, a demandé Kelly. Je veux dire que je ne vais pas arranger ça, ai-je dit. Je ne vais pas l'annuler. Je ne vais pas intervenir pour sauver ton frère des conséquences qu'il a créées. J'ai fait ça pendant 30 ans, Kelly. J'en ai fini. Mais c'est extrême, a-t-elle dit. Un mauvais dîner et tu détruis toute son entreprise. Un mauvais dîner, ai-je répété, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Kelly, te souviens-tu de ce qui s'est passé à ce dîner? Elle est restée silencieuse. Te souviens-tu de ton frère disant à 27 personnes que je l'avais ruiné, ai-je poursuivi. Te souviens-tu de Tara me traitant de fardeau? Te souviens-tu du chant? Ils étaient ivres, a-t-elle dit faiblement. C'est allé trop loin. Et toi, ai-je dit, ma voix plus dure maintenant. Tu as mis les mains sur moi et tu m'as poussé vers la porte. Tu m'as dit que je rendais les choses bizarres. Tu as choisi leur version de l'histoire avant même de demander la mienne. Je l'ai entendu respirer à l'autre bout du fil, instable et superficiel. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Pourquoi, ai-je demandé. Pour cette nuit-là ou pour tout ce qui est arrivé avant?
Je ne comprends pas, ton frère t'a menti, ai-je dit. Il t'a dit que j'étais dépendante de lui, que je lui coûtais de l'argent, qu'il me soutenait par pure bonté d'âme. As-tu déjà demandé à voir les reçus, Kelly? As-tu déjà remis en question sa version? C'est mon frère, a-t-elle répété, comme si cela expliquait tout. Et je suis ta mère, ai-je répondu. Mais tu l'as cru quand il a dit que j'étais le problème. Tu n'as pas posé de questions. Tu as juste accepté le récit qui faisait de moi la méchante. Il y eut un long silence. Que s'est-il vraiment passé, a demandé Kelly finalement, sa voix petite. Alors je lui ai raconté. Je lui ai parlé des 180 000 $ que j'avais investis, des avis d'imposition avec mon nom dessus, des retraits de propriétaires qu'Andrew prenait tout en sautant les dépôts de paix, de l'argent que j'avais versé dans leur foyer tout en me faisant dire que j'étais cher à entretenir. Je lui ai parlé de Garrison, de Rebecca, la comptable judiciaire, des feuilles de calcul qui montraient exactement où mes économies de retraite étaient allées. Je lui ai tout dit ce qu'Andrew n'avait pas dit. Quand j'ai fini, elle pleurait. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Maman, je jure que je ne savais pas, tu n'as pas demandé, ai-je corrigé doucement. Il y a une différence. Que dois-je faire maintenant, a-t-elle demandé. C'est à toi de décider, ai-je dit. Si tu veux une relation avec moi, ça commence par de vraies excuses. Pas « je suis désolé que tu sois contrarié ». Pas « je suis désolé que les choses aient dégénéré ». Une véritable reconnaissance que tu as choisi la foule plutôt que moi quand j'avais besoin que tu choisisses différemment. Je suis désolé, a-t-elle dit. Et cette fois, sa voix était stable. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Je suis désolé d'avoir cru son histoire sans vérifier. Je suis désolé de t'avoir poussé dehors au lieu de te défendre. Tu méritais mieux de ma part. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de ces mots s'installer. Merci, ai-je dit doucement. Je peux encore te voir, a demandé Kelly. Je peux amener les enfants? Oui, ai-je dit. Mais pas chez Andrew. Je déménage dans mon propre appartement la semaine prochaine. Tu y es la bienvenue à tout moment. Les enfants sont toujours les bienvenus. Mais j'en ai fini de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est juste, a-t-elle dit. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes des projets scolaires des enfants, de son travail, de choses normales qui semblaient construire un pont entre nous. Quand nous avons finalement raccroché, mon téléphone était silencieux. Andrew avait cessé d'appeler. Tara avait cessé d'envoyer des textos. La panique était passée, et maintenant ils se regroupaient, planifiant leur prochain coup. Mais je n'attendais pas de voir ce que ce serait. J'avançais dans un espace qui était le mien, avec des limites fermes. Et pour la première fois en 3 ans, je ne m'en excusais pas 4 mois plus tard, j'étais assise sur mon balcon avec mon café du matin, regardant des rouges-gorges se battre pour le distributeur de graines que j'avais accroché à la balustrade. Mon appartement était petit, mais à moi. 2 chambres, exactement comme je l'avais prévu. Une pour moi, une pour quand les petits-enfants venaient. Le salon avait mon vieux canapé, la bibliothèque que j'avais apportée de Dayton il y a toutes ces années, et un nouveau tapis que j'avais choisi moi-même sans demander l'avis de personne. La cuisine avait une table assez grande pour 4. Les murs avaient des photos que j'avais choisies. Le silence y était paisible, au lieu de la tension. J'étais ici depuis la mi-janvier, et chaque matin, je me réveillais sans crainte. C'était comme une petite victoire. Northside avait entièrement repris Palmer Home Rénovation. Ils avaient fait appel à de nouveaux chefs de projet, mis en place de véritables systèmes de comptabilité, et commencé à reconstruire les relations avec les fournisseurs. Andrew avait tout brûlé avec des paiements négligents et des promesses non tenues. Andrew avait refusé leur offre de poste salarié. Je ne travaille pas pour des étrangers dans ma propre entreprise, avait-il dit à Kelly, qui me l'avait raconté lors d'une de ses visites du samedi. Il avait donc recommencé à zéro, acceptant des petits boulots avec l'équipe d'un ami, des projets plus petits, moins de contrôle, pas de prestige. La réputation qu'il avait mis des années à construire s'était fissurée lorsque la nouvelle du changement de direction s'est répandue. Les gens de ce milieu parlent. Ils savent quand quelqu'un perd son entreprise parce qu'il ne sait pas gérer les comptes. Tara avait pris un travail de réceptionniste dans une agence immobilière. Ses réseaux sociaux s'étaient tus. Le champagne et les fromages importés remplacés par de vagues publications sur la croissance et les saisons de test. Leur maison, celle avec la cuisine rénovée et la salle à manger pouvant accueillir 27 personnes, avait été mise en vente en mars.
Kelly m'avait envoyé l'annonce par texto, non pas pour se vanter, non pas pour me faire culpabiliser, juste parce que le cachet semblait inutile. Ils avaient déménagé dans une location en avril. Plus petite, moins chère, plus proche de l'école des enfants, moins de place pour les représentations. Je me sentais triste à ce sujet parfois. Pas coupable, juste triste. Triste qu'Andrew ait été si proche d'avoir quelque chose de réel et qu'il l'ait détruit par arrogance et sentiment de droit. Triste qu'il ait choisi de me voir comme la méchante au lieu de regarder ses propres choix. Mais je ne me sentais pas responsable de le réparer. C'était nouveau. Kelly passait la plupart des samedis maintenant avec les enfants. Nous faisions des crêpes dans ma petite cuisine, puis nous allions au parc en bas de la rue. Les enfants grimpaient sur l'aire de jeu pendant que Kelly et moi nous asseyions sur un banc et parlions de vraies choses. Elle s'était excusée 3 fois de plus depuis ce premier appel. Chaque fois plus spécifique, plus honnête. J'aurais dû poser des questions au lieu de simplement le croire, avait-elle dit lors de sa 2e visite. J'ai pris le chemin le plus facile et c'est toi qui en as payé le prix. J'avais accepté ses excuses, non pas parce qu'elles effaçaient ce qui s'était passé, mais parce que je voyais qu'elle les pensait, et parce que je voulais ma fille dans ma vie, même si le chemin du retour n'était pas simple. Les petits-enfants ne comprenaient pas les détails. Ils savaient juste que grand-mère avait un nouvel endroit avec un balcon où ils pouvaient regarder les oiseaux et une 2e chambre où ils pouvaient faire des soirées pyjama. Ils n'avaient pas besoin de savoir sur les comptes bancaires gelés, les dépôts de bilan et les chants à la table. Ils avaient juste besoin de savoir que j'étais toujours là. J'avais recommencé à faire du bénévolat à la bibliothèque, la même succursale où j'avais vu le prospectus pour le séminaire de Garrison il y a tous ces mois. Je rangeais des livres les mercredis matins et j'aidais les usagers à trouver ce dont ils avaient besoin. J'avais aussi rejoint un groupe de marche, 6 femmes, toutes à quelques années de mon âge, qui se retrouvaient au parc 3 fois par semaine. Nous marchions 3 kilomètres en parlant de tout et de rien, de recettes, de rendez-vous chez le médecin, des petits-enfants, des livres que nous lisions. Aucune d'entre elles ne connaissait mon histoire. Elles savaient juste que j'étais Judith, la femme qui se souvenait toujours de la commande de café de tout le monde lorsque nous nous arrêtions au café après. Je n'étais plus définie par ce que je pouvais payer. Je n'étais pas la femme qui finançait les rêves de quelqu'un d'autre tout en étant traitée de fardeau. J'étais juste moi-même, faisant des choix, fixant des limites, vivant selon mes conditions. Certaines nuits, je pensais à Andrew. Je me souvenais de lui quand il était petit, la façon dont il courait vers moi après l'école, débordant d'histoire. La façon dont il m'aidait à faire des biscuits à Noël. De la farine partout, plus de pâtes mangées que cuites. Je me souvenais de l'adolescent qui avait testé toutes les limites, qui claquait les portes et criait que je ne comprenais rien. Je me souvenais du jeune homme qui m'avait appelé en pleurant lorsque sa première idée d'entreprise a échoué. Et je lui avais dit que l'échec n'était pas la fin, juste une information. Je l'avais aimé à travers tout ça. Je l'aimais toujours maintenant, même si l'amour ne signifiait plus ce que je pensais qu'il signifiait. L'amour ne signifiait pas porter quelqu'un à travers les conséquences qu'il avait méritées. Il ne signifiait pas me sacrifier pour qu'il puisse éviter l'inconfort. Il ne signifiait pas accepter l'humiliation parce que partir semblait trop difficile. L'amour pouvait exister à côté des limites. J'aurais juste aimé qu'il l'apprenne avant qu'il ne soit trop tard pour reconstruire ce que nous avions perdu. Mais c'était son chemin, pas le mien. J'avais fait ma part. Je l'avais élevé. Je l'avais soutenu. Je lui avais donné des chances bien après que la plupart des gens seraient partis. Et quand il a franchi la ligne que j'avais tracée, je me suis protégé. Pas avec cruauté, pas avec vengeance, juste avec un texto, un nom, une décision d'arrêter de porter un poids qui n'a jamais été le mien à porter seul. Le soir du réveillon du Nouvel An, 27 personnes avaient regardé mon fils et sa femme me traiter comme une étrangère à une table que j'avais aidé à financer. Ils avaient scandé des insultes pendant que j'étais assise en silence au bout de la table, invisible et méprisée. J'avais souri. J'étais sorti et j'avais envoyé un seul mot à un homme qui avait passé des mois à préparer une sortie dont j'espérais ne jamais avoir besoin. Une semaine plus tard, le téléphone d'Andrew avait explosé à l'aube. Les cartes de Terra avaient été refusées. Kelly m'avait supplié de ne pas faire ça. Mais je l'avais déjà fait, parce que je n'étais pas le fardeau qu'ils avaient fait de moi. J'étais la fondation sur laquelle ils avaient construit leur vie et qu'ils avaient oublié de remercier. Je n'ai pas détruit ma famille cette nuit-là. J'ai juste arrêté de les laisser me détruire. Si vous avez déjà été traité de fardeau par des gens qui s'appuyaient sur vous tout le temps, je vous vois.
Si vous avez déjà dû choisir entre votre paix et le confort de quelqu'un d'autre, si vous avez déjà quitté des gens qui ont réécrit votre histoire pour se faire passer pour le héros, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre histoire. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et si cela a résonné en vous, si vous êtes resté jusqu'à la fin, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car il y a d'autres histoires comme celle-ci, d'autres voix qui méritent d'être entendues, d'autres personnes qui ont besoin de savoir que se protéger n'est pas égoïste, c'est de la survie.